Ibrahim Dozo. Bonsoir mon frère. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la FECI. Et on doit parler de la CPI. Si les Africains ont besoin d'un fait chaud sur leur dos avant de comprendre que la CPI est une justice mafieuse qui est contre les Africains. Alors, donc avant de parler de la CPI, nous allons d'abord débuter sur la FECI de la Côte d'Ivoire. Mais si tu veux faire par là, faut bien t'apprêter. Si tu veux faire par là, faut bien t'apprêter. Y'a une fille, elle a voulu faire par là. Elle n'a pas porté caleçon, elle veut faire par là. Elle n'a même pas porté caleçon, elle veut faire par là. Elle a attaché seulement son poignet, elle allait faire par là. Dans ses chaînes des chameaux, son poignet est tombé. Même si c'est toi-même, comment tu vas faire? Je vais ramasser. Si c'est toi-même, comment tu vas faire? Maliki Zampalegre. Bonsoir mon frère. Boukweb. Bonsoir frère. Bon, nous allons stopper la musique. On va stopper la musique. Je salue tout le monde. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous prie juste de m'accorder une petite minute avant qu'on ne débute ce direct. Je sais qu'il est déjà là, mais avant qu'on ne puisse rentrer dans le but du sujet, je vous demande de m'accorder juste une petite minute. C'est très important parce qu'on doit parler de la FECI. Si cette fédération estudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire devrait être dissoute ou pas. Et aussi concernant la CPI, est-ce que nos dirigeants africains ont-ils besoin d'un fait bien chaud sur leur dos pour comprendre que cette justice dite internationale est là uniquement pour les Noirs? Alors, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Donc, nous vous demandons de nous accorder juste une petite minute avant qu'on ne rentre dans le but du sujet. Alors, je vous remercie infiniment, les parents, les mamans, les soeurs, les frères, et voilà, nos petits frères et tout ça là, ainsi que nos grands frères, petites soeurs, grandes soeurs, on vous remercie tous et toutes. Alors, ne vous fâchez pas s'il vous plaît. Accordez-moi juste une petite minute. Je remercie tout le monde. Motomae. Ouais, frère. Motomae. Bonsoir à vous. Alors. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondin, appelez-moi Boum Boum. Aussi, vous pouvez aussi m'appeler Kamari Dezo, plein droit. Alors, laisse-moi mourir 5 heures, bien sûr. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de cette histoire de la FECI. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la FECI est une fédération estudiantine
est une fédération estudiantine de la Côte d'Ivoire. Alors, cette fédération estudiantine a été créée en 90, si j'ai une bonne mémoire, et a eu pour premier secrétaire Jean-Martial Ayipo, si j'ai une bonne mémoire. Alors, je vais vous donner le nom des différents secrétaires généraux que la FESI a vu jusqu'à présent. Bon, en ce moment, je ne sais pas qui dirige la FESI, mais de 90 en 2014, je vais vous relayer la liste des différents noms des différents secrétaires généraux. Alors, Martial Ayipo de 90 en 93, parce que la FESI a vu le jour lors de cette histoire de multipartisme de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand Laurent Gbagbo et Félix Houphouët-Boigny ont pour la première fois depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire organisé les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et les deux leaders ont participé à ces élections. Alors, c'est cette même année que la FESI aussi, elle, a vu le jour. Et c'était Martial Ayipo qui était le premier secrétaire de la FESI en Côte d'Ivoire. Donc, de 90 à 93. De 93, c'était Eugène Gué. Maintenant, il y a eu Jean-Blé Guiraou de 93 à 94. Eugène Gué, il était secrétaire adjoint. Mais Jean-Martial Ayipo, lui, il était le vrai secrétaire général. Donc, Eugène Gué, lui, il était adjoint. Alors, de 93 à 94, c'était Jean-Blé Guiraou. Maintenant, Guillaume Soro, surnommé Général Bogota, il prend le relais en 1995 à 98. Soro Guillaume devient le secrétaire général de la FESI comme adjoint Charles Blé Goudé. Lui, Charles Blé Goudé, il prend le relais à 98, de 98 en 2000. Je vous cite les noms. Donc, si je suis en erreur, vous pouvez me contredire. Alors, voici ceux qui ont gouverné la FESI. Jean-Yves Dibopieux, surnommé le Pieux, il prend le relais en 2000, de 2000 en 2003. Serge Kyo, surnommé le général Terrain, prend le relais de 2004 en 2006. Serge Kofi, surnommé Soukou Treme Treme, il prend le relais de 2004 en 2006. Non, il prend le relais de 2006 en 2008. Augustin Mian, surnommé Général Manikonko, prend le relais de 2008 en 2014. Maintenant, en ce moment, c'est Assis Fulgence Assis, surnommé le Gozinango, qui dirige en ce moment la FESI. Si je suis en erreur, vous pouvez me le dire. Hein, si peut-être quelqu'un d'autre a pris son truc sa place, vous pouvez me dire complet. Ce n'est plus Fulgence Assis qui est là, mais que c'est quelqu'un d'autre. Donc, voici les différents secrétaires généraux de la FESI, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Alors, faisons le bilan de la FESI. Qu'est-ce que la FESI a apporté aux Ivoiriens? Il ne s'agit pas de dire non, ils sont là pour défendre le droit des élèves de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont défendu même en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont défendu? Est-ce qu'ils ont déjà gagné gain de cause en Côte d'Ivoire? Cette FESI, j'ai l'impression que depuis que cette FESI a été créée, la FESI a mis coup de pied dans l'éducation ivoirienne. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Non seulement l'éducation ivoirienne a un problème. Prenez la sous-région. Aujourd'hui, tu quittes en Côte d'Ivoire avec un diplôme ivoirien. Tu as tout un problème pour que ce diplôme puisse être reconnu à l'étranger. Même tu pars au Sénégal, le diplôme ivoirien n'est pas reconnu là-bas. Tu dois repasser encore les tests. Pour montrer que oui, vraiment le diplôme t'appartient, que tu n'as pas eu ça par tricherie. Tu dois passer des tests. Tu prends ce diplôme, tu pars au Bénin, tu dois encore repasser des tests. Tu prends ça, tu pars au Cameroun, ils vont même au Mali, même ils vont te demander de faire test. On n'a même plus de valeur. Le diplôme ivoirien, tu pars au Mali avec ça, ils vont dire non, il faut passer des tests pour qu'on puisse voir si réellement tu méritais ce diplôme. Donc voilà le vrai problème. Voilà ce vrai problème. Et quels sont ceux qui sont à la base de ce problème? Mais oui, la FESI a sa part de responsabilité. Même aussi, nous savons que nos politiciens ont leur part de responsabilité. Mais moi, j'ai un dé sur la FESI. La FESI a la plus grande part de responsabilité. Parce que moi, pendant que je fréquentais encore
Cette même fille a toujours boycotté les études. À Divo, un bon matin, vous partez à l'école. Je vous dis, parce que ceux qui disent qu'il faut se battre pour la cause des étudiants et tout ça, nous-mêmes, on a été étudiants en Côte d'Ivoire. Les professeurs, ils peuvent donner un devoir la semaine, parce qu'à Divo, c'était comme ça. On prend une semaine, on dit, bon, tel jour, c'est le devoir de tel niveau. Niveau 5e, niveau 4e, niveau 3e, niveau 2e, niveau 1er, niveau terminal. Et on donnait les différents devoirs. Les F6 qui étaient des patrons des F6 dans ces différents collèges. Et c'est... Excusez-moi. Maurice, je te rappelle, je suis en direct, je te rappelle. Ok. Ouais, à tout à l'heure. Ok. Donc, quand ils donnent ces devoirs, et que c'est dur, les chefs F6, quand ils ne maîtrisent rien parce qu'ils n'ont pas bossé ou bien ils n'ont rien dans leur tête, ils prennent des sifflets. Pro, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Ils boycottent tout. Il faut sortir tout le monde parce que messieurs ne maîtrisent rien, parce que messieurs n'ont pas étudié à la maison. Et puis tout le monde sort. Ils exigent que le devoir soit changé par les professeurs. Si les professeurs contestent, ils disent, bon, on vous donne congé d'une semaine. Ce sont les F6 maintenant qui décident. Allez-y, allez-y. Et tout le monde prend ses bagages pour aller au village. Ah oui, mais s'il n'y a pas d'études, tu fais quoi en ville? En courant, on partait au village. Ils ont fait ça pendant toute l'année. Ils nous fatiguaient. Un peu seulement, ils sifflaient. Il y avait à Divo les tourbillons, les francs. Il y avait un qui s'appelait la grenade. Et puis, ils étaient nombreux. À Divo là-bas, il y avait un qui s'appelait la grenade. Il habitait à Conakry là-bas. Il y a un, il s'appelait tourbillon. Il habitait vers Dougako. Et puis, il y a un qui s'appelait Franck. Lui, il habitait même à Grémien. Et puis, il foutait la merde à Divo. Ils étaient nombreux. Je ne peux pas les citer. Même les secours mais ils sont partis là-bas. Ils quittaient Abidjan pour venir mettre coup de pied au sein de l'école ivoirienne. Parce que, à un moment donné, c'était en 2005-2006. Secours et ses amis F6, ils se sont déplacés d'Abidjan jusqu'à Divo. Parce que eux, ils grévaient à Abidjan. Et ils ont appris que non, à Divo, il n'y a pas de grève. Et que les élèves de Divo partent à l'école. Lui, Soukou, il était secrétaire général. Alors, il se déplace d'Abidjan en cas, je ne sais pas qui lui a donné un cas, mais à tout cas, ils étaient nombreux, des F6 de l'université de Cocody. Ils ont débarqué sur Abidjan, sur Divo, pour déloger les élèves de Divo. Mais vous trouvez cela normal? Vous quittez Abidjan jusqu'à venir mettre coup de pied dans l'enseignement de Divo. Et ils ont délogé. Il y a eu affrontement. Leur cas, on a tout gâté. Moi, j'étais famille. On a cassé tout. J'étais famille parce qu'il y avait un restaurant, Nuna Palace. Il y avait, c'est un hôtel qu'on appelle Nuna Palace à Divo. C'est là-bas ils avaient garé. On a cassé tout. Ils ont fui pour se retourner à Abidjan. Mais ils ont gâté l'école de là-bas. Tout le monde était obligé d'aller en congé parce que les F6 se sont affrontés à eux. D'autres élèves de Divo ont pris position pour défendre les secours très bien. Ils ont dit c'est notre secrétaire général et ces éléments, on ne peut pas les empoisonner. D'autres aussi ont dit non, c'est pas question de les laisser quitter Abidjan pour venir s'aimer la trouille ici, la pagaille. Et il y a eu des affrontements. On a bousillé leur cas, cassé les vitres. Ils sont partis à Abidjan sans vitres. Leur cas s'est retourné à Abidjan sans vitre. Ils n'ont même pas nettoyé. On dit, il ne faut pas, ils vont nettoyer ça à Divo. Ils se sont retournés comme ça avec ça. Et ça paralysait l'école ivoirienne. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que ça, c'est le droit des élèves? Ce n'est pas histoire de droit d'élèves. Ils sont là à maltraiter l'éducation. Or, nous savons qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire est en retard en matière d'éducation. La FESI apporte quoi? La FESI n'apporte rien. La FESI est devenue un instrument politique. Ah oui, soyons clairs. Parce que tous ceux, quand vous regardez, les gens qui dirigent la FESI, est-ce qu'il y a un nom d'un petit nordiste là? Il n'y a que Soro Guillaume. Mais pendant que Soro Guillaume girait, la FESI, lui, il était un élément de Gbagbo. Oui, vous prenez les différents noms de la FESI, il n'y a même pas un nom venant du Nord qui soit
aux côtés du RDR. Non. Ou bien aux côtés du PDCI. Non. Tous ces noms, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, ces éléments qui ont dirigé la FECI soutenaient toujours l'opposition, c'est-à-dire le FPI. Ah oui, oui, tous ceux, les noms, je vais citer. Alexis Koné, lui là, il a soutenu Gbagbo. Martial Aïpo, il a soutenu Gbagbo. Eugène Dieu, il a soutenu Gbagbo. Jean-Blé Guirao, il a soutenu Gbagbo. Soro Guillaume a soutenu Gbagbo. Charles Blé Goudé a soutenu Gbagbo. Jean-Yves Digbopieux a soutenu Gbagbo. Serge Kuyo a soutenu Gbagbo. Serge Kofi a soutenu Gbagbo. Augustin Mia a soutenu Gbagbo. Assis Fulgence, ils ont tous soutenu Gbagbo. Où est la crédibilité de cette organisation? Pourquoi toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire ne parviennent pas à diriger cette organisation? Pourquoi ce sont les membres du FPI seulement qui dirigent ça? Parce qu'avant que Soro Diom ne devienne rebelle, lui, il était un bon petit de Gbagbo, il a dirigé. Et tous ceux qui ont été bons petits et qui sont les bons petits de Gbagbo, ce sont eux seulement qui dirigent la FECI. Mais il y a un problème. Et cette histoire de FECI est devenue un mouvement politique. Ce n'est plus une FECI qui est là pour défendre les causes des étudiants de la Côte d'Ivoire. C'est une FECI qui est là, qui est manipulée par les hommes politiques, par l'opposition ivoirienne. Oui, c'est une FECI. Donc, cette FECI, elle devrait être dissoute. Oui, ça c'est ma vision. L'État ivoirien devrait prendre des responsabilités, ou bien sa responsabilité pour dissoudre cette FECI. Parce que tant que la FECI sera en Côte d'Ivoire, l'éducation ivoirienne sera toujours faible. Il y a plusieurs systèmes pour pouvoir défendre la cause des élèves en Côte d'Ivoire. Des gens, des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que les négociations, ils s'en foutent, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la diplomatie. Négocier, ils ne connaissent pas. Eux là, leur seule vision, c'est d'allumer les roues dans les rues, de prendre des cailloux, lancer ça aux forces de l'ordre, c'est de défier les forces de l'ordre. C'est ça seulement ils connaissent. Ils connaissent que la violence. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la diplomatie. S'asseoir autour d'une table ronde, négocier et poser les problèmes des élèves. Ils ne connaissent pas. Quand l'État ivoirien prend une position ou bien une décision, alors au lieu de négocier, ou bien demander à croiser le ministre de l'Éducation nationale ou bien de l'éducation, je ne sais pas, supérieure de la Côte d'Ivoire, ils ne le font pas. Dès qu'on dit à l'État a pris une décision, oh, Martin Bonnet, tu l'as pas pris l'air est grave, sortez, oui, Baramogo, c'est chaud, et on ne va pas à l'école, on casse tout. Et puis, ils ne font pas leurs revendications dans les rues, ce sont dans les écoles. Quand ils ne sont pas contents, ils vont faire sortir tous les élèves de la Côte d'Ivoire. N'importe où, quel que soit, même si c'est une école privée, ils vont les faire sortir. Comme si c'est eux qui payaient la scolarité des gens. École publique ou privée, ils font sortir tout le monde, mais ils se croient où? École privée, là, ça n'a rien à voir avec vos histoires de trucs. Les parents ont payé beaucoup d'argent. Il y a des gens, ils dépensent 1 500 000 pour mettre leurs enfants à l'école, dans les écoles privées. C'est cher. Les écoles supérieures, les écoles techniques, ils payent beaucoup d'argent pour mettre leurs enfants là-bas. Mais eux, quand ils sont mécontents, automatiquement, ils vont faire sortir tout le monde. Ton père a payé 1 milliard de frais de scolarité. Eux, ils n'ont rien à foutre. Oui, que tu partes dans une école supérieure ou technique, ils n'ont rien à foutre. Que ce soit une école privée ou publique, ils n'ont rien à foutre. C'est que si eux, ils sont mécontents, vous tous, vous n'allez pas fréquenter. Ils vont faire sortir tout le monde. Voilà ce que c'est que la FECI d'aujourd'hui. Non, cette organisation qui ne fout rien, qui n'apporte rien à la société ivoirienne, qui n'apporte rien aux élèves, mais à quoi bon de laisser ça? Moi, ma suggestion est que il faut faire voter une loi au sein de l'Assemblée nationale pour dire une loi spéciale pour interdire la FECI d'opérer en Côte d'Ivoire. Quiconque fait partie de la FECI, qui ose défier l'autorité dans le nom de défendre les causes des élèves, ce dernier, il mérite une prison de 5 ans ferme. Ah oui, oui, on doit condamner ce dernier 5 ans de prison ferme. Donc, il faut faire voter une loi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que de nos jours, on ne présente plus avec l'éducation. L'éducation est la chose la plus importante d'un peuple. Quelles que soient les richesses de ton sous-sol, ton sol peut être riche et que dans la tête, il n'y a rien, c'est vide. Mais tu n'es pas riche, tu es pauvre. Parce que lui qui a quelque chose dans sa tête, même si son sol est pauvre, il va venir te manipuler, piller
Toute ta richesse est partie. Et toi, tu n'as que tes gros yeux pour pleurer. Parce que tu ne vas rien voir là-dedans. Même le business, il va vouloir payer tes marchandises qui se trouvent dans ton sous-sol. Mais si tu n'es pas éduqué, tu es illettré. Il va dire, mais ça coûte 1 franc. Ah, pourtant, ça là, ça ne coûte pas 1 franc. Peut-être le kilo coûte 1 million. Il va te dire, c'est 1 franc. Tu vas dire, ah, patron, oui. Et il va tout prendre. Il va devenir riche. Et toi, qui avais les richesses, tu vas devenir pauvre. Voilà pourquoi l'éducation est très importante. Maintenant, cette feu-ci vient menacer l'éducation ivoirienne, affaiblir l'éducation ivoirienne. Pendant que d'autres pays, les élèves, ils partent à l'école normalement, en Côte d'Ivoire, nos élèves sont dans les rues pour défier les gaz lacrymogènes, pour défier les policiers, d'autres même, ils meurent. Ils meurent. Mais les parents n'ont pas mis leurs élèves à l'école pour se faire manipuler par des fessiers qui, eux, ils luttent pour leurs intérêts personnels. Vous ne luttez pas pour les élèves, hein. Vous luttez pour vos intérêts personnels parce que vous vous laissez manipuler par des politiciens. Donc, quand c'est comme ça, nous, les autres Ivoiriens, nous contestons parce que nous aussi, on paye la scolarité. Moi, je paye la scolarité de la fille à ma grande-sœur. Ah oui, elle à l'université, je paye sa scolarité. Mais vous savez combien je dépense? Mais l'homme dépense et vous venez mettre un coup de pied là-dedans. Même si je suis loin, mais mon sang est là-bas. Mon sang est de l'autre côté de la planète. Pour ne pas dire autre côté du continent. Mon sang est resté sur le continent ivoirien. Pour ne pas dire le continent africain. Donc vous ne pouvez pas menacer l'éducation. Si vous menacez ça, mais les enfants, mes frères et à mes soeurs, mais leur éducation aussi sont menacées. Et moi, je ne peux pas accepter ça, même si je suis loin. Et que ici, si un jour, mes enfants profitaient d'une éducation européenne, mais les enfants, mes frères et sœurs, leur éducation là, doit être bien, devrait être bien. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de menacer leur éducation parce que je défends ces enfants-là. Je ne veux pas les voir illettrés. Non, ça seulement non. Je veux, moi, ma priorité, c'est de voir tous les enfants, à mes frères, à mes soeurs, d'être intellectuels. Voilà. Être intellectuel, devenir quelque chose dans la société ivoirienne et même partout dans le monde. Pourquoi pas? Donc, vous ne pouvez pas menacer l'éducation du peuple ivoirien. Cette feu-ci-là devrait être dissoute. Je vais vous proposer une solution. Comment il faut faire? Allô? Oui. Bonsoir, Madame Chanelka. Bonsoir, oui. Merci de nous donner la parole à l'antenne. Oui. Le sujet, bon, vous l'avez déjà dit, vous avez déjà fait un sujet à ce niveau-là et j'avais déjà donné ma position. Oui. Donc, je vais toujours dans la même voie que vous. Oui. Effectivement, la FESI a fait beaucoup de tort aux étudiants ivoiriens. Oui. Voilà. Donc, je suis comme vous, moi, je demande à ce qu'on soit, la FESI soit dissoute pour de bon. Oui. Elle a fait beaucoup de mal aux Ivoiriens. Et vous Oui. avez cité les premiers FESI, vous les avez tous cités. Quand vous les avez cités là, vous n'avez pas remarqué tous, en général, ont du sang humain sur la main. Ouais. Voilà. Donc, tous, la FESI, autant à l'époque, autant d'Oufoué, on disait Messi. C'est pour ça que Oufoué avait acheté un immeuble ici pour les étudiants. Oui. Ça s'appelait la Messi. Oui. Mais quand c'est passé maintenant de la FESI là, Oui. on a vu des choses, même si nous n'étions pas là-bas, on partait souvent là-bas. Je vous dis que je me suis disputé souvent avec des gens qui étaient dans des chambres des étudiants, Oui. qui avaient la quarantaine d'années. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a 40 ans qui est dans une chambre d'étudiants, Oui. qui n'est pas à lui. Oui. Mes cousines avaient droit à des chambres que l'État leur donnait. Il y avait les preuves. Oui. Il fallait aller négocier avec des gens de la FESI, parce qu'eux-mêmes me disaient, non, fais attention, c'est comme ça se pratique, c'est comme ça en Côte d'Ivoire, il faut faire attention, voilà. Il fallait donner de l'argent pour que le mec libère la chambre. Et des fois, c'était même pas ceux qui libèrent la chambre. Oui. Donc, si vous avez vu tout aux embords de l'université de l'époque, parce que peut-être que M. Ouattara a tout changé, il y avait des cabines téléphoniques, tout ça, on m'expliquait que c'était géré par la FESI. C'est des jeunes gens qui travaillaient dedans, mais l'argent le soir, ils versaient ça à la FESI. Oui. Ceux qu'ils appellent les chefs de la FESI. Oui. Donc ça devient comme du terrorisme, c'est des voyous, c'est comme on appelle des mercenaires. On n'a qu'à se dire la vérité. Des miliciens.
miliciens du moins. Comment ça se fait que dans un campus universitaire, c'est comme on dit le campus Dauphine, ou bien l'université, comment on appelle, Paris 5, il se trouve des machettes et même des armes à feu là-bas. Oui. Donc, effectivement, la FESI, où on est étudiant pour étudier quelque chose. D'ailleurs, même quand tu les voyais, les petits jeunes là, Oui. comme par hasard, ils sont tous en criminologie. Même quand tu vas même leur poser quelques questions sur la criminologie, ils ne sont même pas capables de vous répondre. Et ils sont nuls. Et beaucoup ont des faux diplômes parce qu'il y avait des qu'on appelle des dactylographes, tout ça pour déjà taper les faux diplômes. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de faux diplômes en Côte d'Ivoire. Oui. C'est eux qui ont master plus combien, c'est eux qui sont en criminologie, c'est eux qui ont fini le droit, tout ça. Mais ils ne sont même pas capables de te placer une seule phrase quand tu leur poses des questions. Oui. Moi, les gens, parce qu'il y a des petits jeunes qui me draguaient de fois, je dis, mais vous êtes tous souvent en criminologie. Oh. Oui. Bon, je vais vous poser une question par curiosité. Moi, je rentrais dans leur jeu. En criminologie, qu'est-ce que veut dire détecter un mensonge à la pupille des yeux de celui qu'on interroge? Ah, moi, ça, là, on ne nous a pas appris ça. Hein. Moi, c'est quelque chose qu'on apprend à la criminologie. Le policier, quand tu es en face de lui, là, oui. il sait déjà quand tu mens. Oui. Dans ton regard, comment tu fais les battements de tes yeux, des cils, tout ça. Il sait tout ça. Et ça s'apprend en criminologie. Mais ils ont tous des diplômes. Et c'est des diplômes achetés. C'est comme les fausses pièces d'identité. Oui. Donc, la FESI a fait beaucoup de tort aux étudiants ivoiriens. Et vraiment, il faut que, moi je suis d'accord avec vous, je vous encourage, il faut que le gouvernement vraiment dissout cette FESI-là. Oui. On va étudier dans un campus, on ne va pas faire de la politique. Oui. Ou autre chose qui est en dehors des études. On ne va pas faire du business, on ne va pas faire prostituer ses sœurs parce que les pauvres étudiantes, elles étaient obligées de se prostituer sur la contrainte de menaces de mort dans le campus. Oui. Et ça, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. Tout le monde a vu ça. Moi, je partais en vacances, mais j'ai vu ça. Oui. Voilà, des maquis qui étaient là, on croyait que c'était les bonnes femmes qui vendaient ça pour elles-mêmes pour donner à manger aux étudiants, mais elles étaient contraintes à payer une rançon à ces fessis-là qui avaient déjà la quarantaine, qui dormaient dans les chambres d'hôtel avec des femmes et des enfants, et même des femmes qui portaient encore d'autres grossesses avec des enfants à bas âge. Mais c'est quel genre d'étudiants ça? Oui. Mais c'est tout l'angora du plateau là qu'ils ont amené à la fessis. Donc moi je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Sinon, franchement dit, l'éducation universitaire de nos enfants, ça ne va pas avancer. Ok. Merci, Madame Chanelka. Vous voyez la barbarie de ces fessis-là? Vous voyez? Hein? Les gens, ils mettent leurs enfants à l'école. Voilà. Des bandits comme ça. Hein? Mais c'est eux qui provoquent ça. Je vais vous montrer les trucs là. Voilà des gens qui défient. Pendant que d'autres États, dans d'autres États, les gens, ils partent à l'école. Non, chez nous, en Côte d'Ivoire, on connaît que les fessis, ils connaissent que la guerre. Il leur manque les calages et puis bon, c'est gâté. Hein. Si on leur donnait des calages, vous allez les voir en train d'attaquer les policiers, de s'opposer. C'est des bandits ceux-là. Hein? Voilà pourquoi en 2007, le journal Le Patriote, on les avait traités de trucs de milices de Babo. Parce que non, mais ça fait mal. Il faut dissoudre cette organisation. C'est une organisation pour moi de voyous. Allô? Allô, le frère de Dieu. Oui, bonsoir frère. Bonjour. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu chez vous. Bon, je tiens à intervenir en deux temps trois mouvements sur ton sujet de tout à l'heure. Oui. J'ai bien écouté ce que la dame a dit tout à l'heure. Mais il y a une chose, il y a plusieurs questions qu'il faudrait d'abord se poser. Lesquelles? Qu'est-ce que c'est cette organisation qu'on appelle la FESI? Oui. Ça, c'est la première question d'abord qu'il faut se poser. Oui. Et pourquoi est-ce que la FESI de 1980, en fait, la FESI qui était en place en 1990, oui, et aujourd'hui, en 2000, lorsque nous sommes entrés en 2000, n'est plus cette même FESI? Question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la question qui est là. Tout à l'heure, ce matin, lorsqu'on discutait, moi, je te disais plus ou moins ma pensée. Oui. Il y a deux cas de figure. Si la FESI décide aujourd'hui de mener un combat juste pour nos élèves, pas seulement que pour eux, mais pour
Oui. Si la FECI décide aujourd'hui de mener un combat loyal, un combat logique, je dis bien logique parce que tout est une question de logique. Oui. Parce que dans le cas de la FECI, je trouve que on ne peut pas que accuser que la FECI, on peut accuser les deux parties. Oui. Il y a aussi un manque de gouvernement et un manque de communication au niveau de l'éducation nationale. Oui. Nous essayons de comprendre un peu les revendications de la FECI. On essaie de comprendre un peu. Mais en même temps aussi, nous avons un très grand problème au niveau du gouvernement. Oui. Donc je dis, ce matin, je fais mon direct là-dessus, j'ai dit très bien là-dessus. Oui. Nous appartenons à une Côte d'Ivoire. Oui. L'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui représente plus ou moins la nation, toute la nation ivoirienne. Oui. Alors, si du moment où il y a un manque de communication, la question est de savoir quelle est la Côte d'Ivoire qu'on veut construire. Question. Si déjà le gouvernement ne met pas en place des structures de communication, que ce soit politiquement parlant ou que ce soit éducativement parlant, Oui. parce que là nous sommes face à des gros problèmes. Les décisions sont prises sans quand même un modèle de communication pour les parents que nous sommes, pour nous amener à comprendre réellement. Parce qu'aujourd'hui, Oui. quand tu te poses aujourd'hui dans la scolarité ivoirienne aujourd'hui, dans l'éducation ivoirienne au niveau de l'école, nul ne sait combien il doit dépenser dans l'année pour son enfant. C'est Oui. grave. Alors qu'aujourd'hui en Europe, nous savons très bien comment nous nous organisons pour nos enfants parce qu'on sait très bien combien on doit dépenser dans l'année pour nos enfants. Mais en Côte d'Ivoire, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique, c'est ce problème-là que nous avons aujourd'hui. Oui. Nous voulons très bien, nous aussi, de ne pas aussi apporter aussi un soutien pour l'éducation de nos enfants. Mais il faut aussi que tout gouvernement qui se met en place comprenne qu'il a une part de responsabilité. Parce que du moment où il n'y a pas de communication, Oui. alors là, nous sommes face à un gros problème. Maintenant, en ce qui concerne la FECI, moi je dis, la FECI peut revendiquer, peut plus ou moins aussi émettre aussi un canal de communication envers les populations, envers, comme on a dit là, pas seulement les étudiants, mais aussi nos petits frères qui sont du CP1 jusqu'au CM2, parce que toutes ces personnes-là sont concernées aussi dans ce cas de figure. Voilà. Moi je dis, la FECI, si vraiment elle veut être crédible, je dis bien si elle veut être vraiment crédible, Oui. à chaque fois qu'elle part dans les réunions, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, elle doit tout en fait un communiqué pour faire comprendre aux gens. Voici nos doléances que nous avons émises au ministère de l'Éducation nationale qui nous a été refusée. Donc pour cela, nous déclarons ou nous organisons pour faire au moins 2 jours ou 3 jours de grève avec des manifestations. Au moins, ce sont des choses qui peuvent être comprises aux yeux des parents. Oui. Mais ils ne peuvent pas se lever comme cela et mettre des manifestations et casser. Moi, sincèrement, je déplore des manifestations où on se met à lécher des policiers, on se met à casser pour montrer que oui, c'est nous qui dirigeons plus ou moins tout ce qui est éducation en Côte d'Ivoire. Non, il y a une structure qui est le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Alors, si ça ne va pas, pourquoi ne pas émettre des communiqués pour faire comprendre aux gens? Vous voyez? Parce que moi, j'essaie de comprendre un peu les revendications de la FECI. Ils ont parfois raison, oui, parce que oui. L'inscription en Côte d'Ivoire augmente vraiment de manière incompréhensible. Là, vraiment, il faut qu'on se pose là-dessus. Mais tout ça aussi, il y a une faille. C'est le manque de communication, que ce soit du gouvernement et que ce soit aussi de la FECI. Voilà. Donc, moi, pour cela, je dis, si la FECI ne veut pas se ranger et être dans une logique parfaite, moi, je pense qu'il faut qu'on dissout la FECI. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe la FECI est devenue très violente. Oui. Elle est devenue très violente. Et c'est dommage de le dire, mais il faudrait qu'on le dise. Les gens sont étudiants, mais ils ne voient pas l'importance de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. L'année dernière, à cause des revendications de la FECI, il y a eu quand même pas mal de mois où les enfants ne sont pas partis à l'école. Oui. Mais est-ce qu'ils savent comment ils ont vécu cela? Est-ce que les gens savent comment les étudiants ont vécu cela? Aujourd'hui, on a l'impression même que l'année dernière, même, les gens ont passé presque toute une année blanche. Oui. Toute une année blanche. À cause de quoi? À cause des revendications de la FECI. Donc, à un moment donné, là, il faut, et nous, moi je demande et je persiste là-dessus, il faut que la FECI mette de l'eau dans tout ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Et ça, c'est important. C'est pas que pour elle seule, mais pour tout le monde, pour tous les enfants. Ok. Maintenant, le deuxième point que j'aimerais bien déterminer là-dessus, tu as posé la question au niveau de la CPI. Oui. Au niveau de la CPI, moi, pour être clair, je vais te dire ouvertement la part des choses.
ils doivent rester en Côte d'Ivoire. Parce que vous vous rendez compte que si la CPI décide de libérer le président Gbagbo, la Côte d'Ivoire, si aujourd'hui le gouvernement ivoirien porte toujours plainte contre le président Gbagbo, la Côte d'Ivoire sera en mesure de juger le président Gbagbo. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé à la CPI a été que des manigances, a été que... En fait, c'est de se foutre de la gueule des Africains. Oui. Moi, je ne blâme pas toutes ces personnes, mais je blâme plus ou moins les dirigeants africains. Parce que c'est eux. Parce que même aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis, quand on regarde aujourd'hui la France, ce sont des personnes qui n'adhèrent pas ou qui n'ont pas adhéré à la CPI. Alors pourquoi l'homme noir est le seul, aussi stupide, excuse-moi si j'emploie ce mot, oui, mais aussi naïf et aussi vraiment borné, de toujours adhérer à des choses pour faire plaisir au monde entier, pour montrer que oui, nous faisons partie du monde. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à la CPI pour faire partie du monde. Parce que qu'on le veuille ou pas, si le président Gbagbo sort aujourd'hui et que la CPI la quitte, mais ça ne veut pas dire qu'il a quitté en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que le gouvernement ivoirien, s'il décide aujourd'hui de juger le président Gbagbo, ils vont le faire. Parce qu'ils ont le plein pouvoir. Et ça, c'est la vérité. Ils vont le faire. Oui. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, là, il faudrait que nous-mêmes aussi, nous-mêmes, on essaie plus ou moins de régler nos soucis d'abord, avant de tout le temps indexer l'Occident. Et c'est sur ce point que moi, je voudrais terminer. Ok, on vous remercie infiniment, frère, pour votre très brillante intervention. Alors, nous sommes là, l'antenne est déjà ouverte pour ceux qui aimeraient bel et bien participer. Vous pouvez dès à présent appeler. Alors, pour la FESI, je propose une solution et voilà ce que je propose comme solution. Au lieu de prendre les élèves pour former ce mouvement appelé la FESI et s'aimer le désordre dans notre éducation nationale, je demande à l'État ivoirien et à tous les députés de Côte d'Ivoire de dissoudre cette organisation satanique comme milice et manipulée par les politiciens incapables de la Côte d'Ivoire. Et cette organisation milice qui sème les troubles au sein de notre éducation nationale, il faut la dissoudre. Et mettre une loi sur place, je dis bien une loi pour dire la FESI à partir d'aujourd'hui ne peut plus faire des mouvements en Côte d'Ivoire et qu'elle est dissoute. Quiconque veut défier l'État de Côte d'Ivoire se verra à la maca pour une détention de 5 ans propre, sans commentaire. Alors à la place de ces élèves qui ont créé leur organisation, il y a bel et bien, on parle de parents d'élèves. Mais qui est mieux placé pour être parent d'élèves? Qui est mieux placé pour défendre son enfant? Ce ne sont pas des jeunes qui ne sont pas cultivés, qui sont des barbares, des voyous, qui vont s'autoproclamer des défenseurs de la cause des élèves en Côte d'Ivoire. Donc ces élèves, comme ils sont trop agités, mais voilà pourquoi il y a le désordre. Donc ceux qui sont les mieux placés pour défendre la cause des élèves de Côte d'Ivoire, ce sont les parents de ces mêmes élèves. Et quels sont ceux qui peuvent représenter les parents? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a chaque village. Et dans chaque village, il y a un chef du village. On peut sélectionner tous les chefs du village de Côte d'Ivoire pour dire à partir d'aujourd'hui, vous représentez les parents d'élèves de la Côte d'Ivoire. Et donc, on va créer une organisation dans laquelle il aura tous les chefs du village. Je dis bien tous les chefs du village. Donc, quand un chef du village n'est plus en exercice, on enlève son nom. On met le nom du nouveau chef du village. Et c'est ceux-là qui vont représenter les parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Donc, un chef du village ne sera plus un chiffon en Côte d'Ivoire. Il sera aussi traité, voilà, comme une grande personnalité de la Côte d'Ivoire. Donc, ils auront la valeur. Ils auront de la valeur. C'est-à-dire, non seulement ils sont chefs du village, de leur propre village, ou les villageois qui les ont élus, mais en dehors de ces villages, ils peuvent opérer, c'est-à-dire ils peuvent agir en défendant les causes des élèves de Côte d'Ivoire. Et donc, ceux-là, tous les chefs du village, ils peuvent former une organisation, créer une organisation. Et donc, cette organisation sera une organisation bien sensible, qui va agir avec la diplomatie. Donc, si, je propose, si l'État ivoirien augmente la scolarité des élèves de Côte d'Ivoire et que ses parents d'élèves n'approuvent pas cela, alors les chefs du village vont, parce que parmi les chefs du village, il y aura un patron, il y aura un président parmi eux. Et ceux-là,
ils vont désigner, ils vont déléguer le président des chefs du village pour aller négocier avec le gouvernement pour dire la scolarité est trop. Nous n'avons pas les moyens. Les parents n'ont pas les moyens pour payer. Donc, nous vous prions de réduire cela. Et ils vont mener, ils vont s'asseoir. Parce que ces chefs du village ne seront pas chassés comme des moins que rien. Ils ne vont pas leur lancer des gaz lacrymogènes. Il y aura le respect. Ils vont s'asseoir autour d'une table ronde et causer, parler de politique, parler du problème des élèves. Voilà comment on peut s'en sortir. Mais si on confie l'avenir des élèves à ces jeunes délinquants qui fument la drogue, qui font le banditisme, qui font de la prostitution en Côte d'Ivoire, qui font la gigologie en Côte d'Ivoire, mais rien ne pourra avancer et l'éducation ivoirienne sera toujours en danger. Donc ça, ce sont les propositions que je soumets à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, frère. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, DJ, comment allez-vous? Oh, je vais bien chez vous. Ouais, je vais bien. Je suis en train de suivre votre direct par rapport à l'histoire de la FESI. Oui. Bon, vous savez, il y a tellement longtemps que moi je vous suis, j'ai toujours essayé d'intervenir dans vos différents débats, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Mais aujourd'hui, j'ai quand même le privilège d'échanger avec vous. Oui. Et je salue d'abord l'œuvre que tu mènes, le combat que tu mènes, qui permet à tout Ivoirien quand même de s'exprimer et puis d'apporter un tant soit peu, un petit plus dans l'histoire de notre pays. Oui. Moi, ce que j'allais mentionner, je vais être un peu bref, ça dit la FESI, ce n'est plus un groupe syndicaliste étudiant ivoirien, oui. Ce n'est plus un syndicat. Oui. Appelons les choses par, disons, singe. Aujourd'hui, la FESI, c'est un groupe politique. Tout ce que mène la FESI aujourd'hui, la FESI crée un désordre dans le but de toujours nuire au quinquennat de monsieur le président actuel. Oui. Ça dit, ne nous voilons pas les faces. Il fut un moment, la FESI avait essayé de créer un petit désordre où ils avaient arrêté leur chef, oui. qui son prénom m'échappe. On a vu sur la toile, on a vu sur les réseaux sociaux pas mal de pro-Gbagbo commencer à faire des vidéos. Oui, on demande au chef de l'État de libérer le leader de la FESI, de ceci, cela. Bon, vous savez, aujourd'hui, ne mélangeons pas la chose. Oui. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se rend compte que les diplômes ivoiriens, par endroit, ce n'est pas reconnu. Pourquoi ce n'est pas reconnu? Question. Parce qu'il y a eu trop de fuites en Côte d'Ivoire. Il y a eu n'importe quoi en Côte d'Ivoire sur le plan éducatif. Oui. Aujourd'hui, l'avenir d'un État se base sur l'éducation et la santé. On le répète 1001 fois. Oui. Même en Europe, tout commence par l'éducation et la santé. Oui. Mais si on n'arrive pas, nous-mêmes en tant qu'Africains, à vraiment apporter une civilisation à notre morale, changer notre orientation, on va vers la politique. Oui. La politique, c'est pas dire que c'est parce que celui-là est de mon village, donc voilà, je me bats pour lui. Il faudrait qu'aujourd'hui, toute l'Afrique, on se lève aujourd'hui pour lutter, pour combattre tout ce qui peut nuire à notre évolution. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à suivre aujourd'hui des leaders d'opinion et non pas du fanatisme parce qu'il vient de mon village, parce qu'il est Djoula ou parce qu'il est Bété ou parce qu'il est Baouli. Ça, j'ai dit non. Aujourd'hui, quand on regarde l'Europe, le même peuple qui applaudit pour le président, 1 an, 2 ans après, le même peuple applaudit pour dire, ben Joe, on t'a mis là, tu ne fous rien, nous, on n'a plus envie de te voir. Oui. Parce que eux, ce n'est pas la personne qui les intéresse, c'est les idées, c'est ce que tu apportes pour l'évolution de ton peuple. Un président élu, c'est le peuple qui l'élit. Donc, il faut mener ton combat pour ton peuple. Aujourd'hui, la FESI, il faut reconnaître, la FESI, c'est un groupe qui devait disparaître. Oui. Parce qu'avec le changement, le nettoyage qu'il y a eu à l'université, moi, ça me fait des années, je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire, mais quand je suis parti, j'ai vu l'université, je jure que je ne me suis pas gêné de faire un selfie. Oui. Et d'être fier de mon État. C'est vrai, on n'est pas censé tous aimer le président. Ça, c'est une question personnelle. Mais quand il y a un chef d'État qui travaille, il ne travaille pas pour sa chambre, il ne travaille pas pour son salon, il ne travaille pas pour sa famille biologique. Il travaille pour tout un peuple. Aujourd'hui, il va partir. Il ne serait plus de ce pays. Oui. Il ne serait même plus de ce monde. Mais l'État va continuer.
le pays va continuer. Depuis quand il y a eu changement en Côte d'Ivoire? Moi, je suis venu au monde, j'ai connu la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Et c'est cette même Côte d'Ivoire qui a toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Oui. On commence à voir des changements, on commence à voir des échangeurs. Quand je vois des personnes qui font des vidéos, oui, c'est pas pont, on mange, c'est pas les roues, on mange. Mais écoutez, qu'est-ce que vous comprenez dans ce monde-là? Même la France aujourd'hui, la France, combien de péages il y a en France? On ne peut pas compter. Tu quittes par exemple de Paris, tu veux aller à, je sais pas, à Lille. Combien de péages tu traverses? Mais aucun Ivoirien, aucun Africain ne se plaint de ça. Personne ne se plaint. Mais pourquoi quand on essaie de créer ces infrastructures chez nous, en Afrique noire, appelons les choses par leur nom. L'Afrique noire, tellement les noirs, ils trouvent que oui, il y a ceci, il y a cela. Mais soyons fiers. On veut tous venir chez les Blancs. Mais quand on essaie de représenter des choses qui existent chez les Blancs, il faudrait qu'on soit fiers. Soyons fiers de notre État. On n'a qu'un pays. Parce que si demain, aujourd'hui, on regarde l'Union européenne, il y a des réunions qui sortent de partout. On regarde l'actualité en Europe ici, on voit ce qui se trame. Tout le mélangement de l'Europe aujourd'hui, la base c'est quoi? C'est les migrants. Et quand on parle des migrants, c'est qui? C'est les Africains, précisément noirs. Ça veut dire que les Blancs aujourd'hui sont en train de préparer des plans. On essaie d'où ça va quitter, mais pour lutter contre le rapatriement des étrangers. Que tu aies papier, tu n'as pas les papiers. Ils vont même te dire, mon frère, tu n'es pas d'ici. Cherche à aller chez toi. Et ça va te choquer. Oui. Ça va te choquer. On n'a que notre terre. Nul n'est mieux que ce soit. Un jour, on a appelé à rentrer chez nous. Donc, si déjà nous-mêmes, en tant qu'Africains, on a du mal même à s'unir, et encore, on a une terre qui nous appartient qui s'appelle la Côte d'Ivoire. On ne s'entend pas. On ne se comprend pas. On se déchire à cause des politiciens. Les politiciens, ils ne luttent que pour leur ventre. Oui. Ils ne luttent que pour leur ventre. C'est vrai. Si on n'est pas content des politiciens, on peut se faire entendre autrement. Mais on n'est pas censé détruire ce qu'on a construit pour nos enfants, pour nos petits frères, pour nos générations à venir. On peut discuter. Le premier président de la Côte d'Ivoire a toujours basé ce truc fondamental en disant que toujours ça doit se passer dans le dialogue. Même s'il y a un désaccord, il faut qu'il y ait un dialogue. Oui. Mais la FECI aujourd'hui a été manipulée par la politique. La FECI aujourd'hui, ils ont pris ce plaisir. J'ai écouté une dame tout à l'heure, je ne sais pas, elle s'appelle Madame Chanel K ou je ne sais pas, un truc comme ça, qui a évoqué quelque chose. C'est tellement juste et vrai. Je salue ces analyses. Avant, tu partais à l'université, même à Cocody, vers la RTI. Mais je me posais la question si c'était une université ou c'était un centre de shopping. Il y a des boutiques, des magasins, des cabines téléphoniques et tout ça, ça appartenait à la FECI. La FECI, c'était une entreprise. Les chambres, les trucs étaient payés. Mais excusez-moi, précisons les choses, c'était sous le mandat de qui? Question. Et aujourd'hui, quand je vois les gens, ils viennent, ils s'asseyent, oui, c'est ceci, c'est cela. C'est vrai, les politiciens, nul n'est parfait. Ils ont tous des lacunes dans le dos. Mais il faut reconnaître que sous le quinquennat de M. Laurent Gbagbo, que je respecte beaucoup, il y a eu trop de désordre, il y a eu vraiment un vrai bordel. Oui. Un vrai bordel. Aujourd'hui, là où M. Laurent Gbagbo se trouve, excuse-moi, précisons les choses, c'est à cause des bêtises qu'a fait les gens autour de lui qu'il a conduit là où il est. Sinon, ce monsieur ne méritait pas d'être là où il est. Il ne méritait pas. Il a été gentil, il a été humble. Il était quelqu'un qui touchait le peuple du doigt. C'est-à-dire, il se mettait au même pied d'égalité que son peuple. Mais tellement il était amoureux de son peuple, il a écouté son peuple et son peuple n'a pas été froid et juste. C'est ce qui a amené le monsieur là où il est aujourd'hui. Il paye les pots cassés des autres parce que tout ce qui a été fait sous son quinquennat, il était le père et la mère de la nation. Donc toute la poubelle aujourd'hui, c'est lui qui recueille ça. Et quand je vois des individus mal intentionnés qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, qu'on ne connaissait même pas avant, à gueuler, oui, Babo ceci, pourquoi, Alassane c'est un connard, mais fermez-la. Moi je dis fermez-la. Sous le mandat de Gbagbo, il y a eu trop de bordel. Dans ce temps, en ce moment, on ne faisait pas de vidéos pour critiquer. On ne critiquait rien. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler. Aujourd'hui, moi, ce que je peux mentionner pour la FECI, c'est un groupe syndicaliste qui doit disparaître. C'est clair. Parce que la FECI, on sait comment ils ont sévi sous le mandat de Gbagbo. Parce que la FECI, tu arrivais à la gare sud de Plateau. Ils avaient des t-shirts. Ils se faisaient passer comme une milice privée. La FECI au plateau régularisait les gens pour monter dans les bus. La FECI se permettait de porter main à des gens. La police ne pouvait pas agir. Ils se voyaient, je ne sais pas pour qui.
la FECI avait carte libre en Côte d'Ivoire. Et c'est cette même FECI, il y a eu une petite coupure, ils ont eu à créer GPP. Qui dit FECI, qui dit GPP, c'est pareil. C'est pareil. Parce qu'il y a eu des membres de GPP qui se sont retrouvés dans la FECI. Parce qu'après la FECI, ce n'était plus étudiants, ce n'était même plus élèves. Oui. C'était des personnes qui adhéraient parce que voilà, ils étaient fanatiques du désordre. Ils avaient des t-shirts, ils se faisaient reconnaître par des t-shirts. Partout où ils passaient, il fallait les craindre. En fait, ce n'était plus devenu, c'était plus maintenant des étudiants. Oui. Bon, un groupe comme ça, aujourd'hui, sous le mandat de M. Ouattara, sincèrement, c'est un groupe qui devait disparaître. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Parce que c'est des jeunes qui sont armés. Oui. Ils ont des armes cachées. Et il ne faudrait pas se mentir. Même pendant la période des tirs, la petite guerre qui s'est passée à Abidjan, à 90%, la FECI était armée. On a des preuves, on a des images. Oui. Et ces armes, la FECI les enlevait où? Vous êtes des étudiants ou bien vous êtes une milice? Oui. Parce que quand on dit on est étudiant, c'est l'avenir d'un État, c'est l'avenir d'un pays. Oui. Hein? On arrive à l'université de Cocody, mais c'est malheureux. Oui. C'est malheureux. Tu vois des personnes 40 ans, barbues, dures, avec des couilles. Excuse-moi du terme, mais je dis, je suis étudiant parce que c'était la mode. Je suis étudiant. Mais n'importe quoi. Mais tu arrives en Europe ici, quand un enfant te dit étudiant, tu te dis, mais tu regardes son note, mais il n'a même pas 25 ans. Il n'a même pas 25 ans. Il te dit, l'étudiant, il est en marche, il est en ceci, il est en cela. Et ça, bientôt, il sort parce qu'il est suivi. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, la vie est difficile, la vie est dure. C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va, le peu qu'on a, on va détruire. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Oui. C'est vrai, depuis on a mis M. Laurent en prison, il y a eu des mécontentements, il y a eu des personnes qui se sont exprimées, qui ont crié leur ras-le-bol de la situation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'y peut rien. Okay. C'est une guerre qui s'est passée entre deux amis, entre deux homologues, entre deux frères, s'il faut le dire. Oui. Il y a un qui a gagné. Il a foutu l'autre dans la merde. Ok. Bon, on a parlé, ça n'a pas réglé la situation. Sa femme, Dieu merci, elle est restée au pays, elle est sortie. Je pense qu'il est mieux qu'on regarde ce malheur qu'on a eu en Côte d'Ivoire derrière nous, qu'on ait un esprit positif pour avancer. Selon tout ce qui se passe, et même quand je vois des pères de famille sur les réseaux sociaux qui s'asseyent, qui parlent toujours politique, des personnes qu'on ne connaît pas, même tous les anciens gendarmes aussi qui interviennent sur les réseaux sociaux, moi je leur demande de la boucler, en gros de la boucler, parce qu'on a tous de la famille en Côte d'Ivoire. On a tous des enfants, peut-être des petits frères, des personnes qui sont en train de chercher leur avenir en Côte d'Ivoire. Oui. L'avenir, ce n'est pas forcément d'aller en Europe. L'avenir, ce n'est pas forcément d'aller aux États-Unis. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas obligés tous de venir en Europe pour pouvoir réussir. Oui. Mais la réussite peut se faire là-bas. Nous qui sommes à l'étranger, on dit toujours à nos frères qui sont là-bas, non, ici c'est dur. En tout cas, là, toi tu es là-bas, là, c'est mieux, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est vrai. Mais pendant que toi tu encourages ton frère à rester là-bas pour s'en sortir, pourquoi tu attises le feu en voulant mettre n'importe quoi dans ton pays? Oui. Il faut réfléchir, cher ami. Réfléchissons. Il est temps. Sincèrement, M. Ouattara, il lui reste 2 ans, il va finir ses 2 ans. Moi, je pense que c'est quelqu'un envers qui, au départ, on ne l'aimait pas, d'accord. Mais reconnaissons que vraiment, il fait beaucoup. Ce qu'on le reproche, voilà, on trouve que oui, c'est ceci, c'est cela. Et même quand je vois des personnes qui disent oui, il a nommé que des djoulas, il a nommé que des ceci, écoutons. Dans la vie, là, chacun fait ce qu'il veut. C'est un chef d'État, il est arrivé, il choisit qui il veut. Il n'est pas dans la complaisance, laissons-le travailler. Gbagbo, il était là, il a fait ce qu'il voulait, on ne lui a pas imposé, jusqu'à ce que la guerre arrive en Côte d'Ivoire, qu'il y ait des accords pour faire des fusions de gouvernement. Sinon, écoutez, on n'a qu'à laisser ces histoires. Mais la FECI, sincèrement, c'est un groupe qui doit disparaître. Et ça, on crie, on va crier tous les jours. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je peux dire, bon, déjà, dans un premier temps, moi, je t'encourage pour tout ce que tu fais. Oui. Tu permets quand même à tout Ivoirien de s'exprimer, à dire vraiment le désarroi, à dire vraiment ce qui n'est pas bien. Et ce que je peux dire vraiment à mes frères Fessis, entre guillemets, cette histoire de Fessi là, s'ils veulent aller à l'école, qu'ils partent à l'école. Parce que l'avenir du pays se repose sur eux. Voilà. Il ne faudrait pas qu'ils prennent cette histoire de Fessi pour une histoire d'État, pour dire, ouais, c'est ceci. Et tous les politiciens qui profitent de cette Fessi-là pour les manipuler dans le but de créer du bordel à leur risque et péril. Si demain des policiers abattent ou tuent des jeunes dans la rue, soit disant c'est des Fessis, ou soit on prend des jeunes, on les met en prison et que demain je vois des imbéciles sur la toile ici à venir dire oui, Alassane encore a mis des jeunes en prison, il faut libérer les jeunes, c'est des innocents, là vraiment ça va aller autrement.
Voilà. Okay. Parce que 800 personnes libérées, tout le monde est tranquille. On essaie d'avancer, aller de l'avant. C'est mieux. C'est que je peux dire, je te souhaite vraiment bon courage et puis bonne soirée. Okay. Merci bien. On vous remercie infiniment, frère. Alors, ceux qui aimeraient bel et bien intervenir, ils peuvent appeler. Maintenant, j'aimerais limiter les appels, par exemple, sur les minutes, en fait. Ceux qui interviennent, ils peuvent communiquer 5 minutes. Comme ça, on peut donner la chance à tout le monde de participer. Allô, Madame Chanel K. Oui, je reviens encore, M. Guégué. J'ai écouté le monsieur. Oui. Il a fait une très belle intervention et il a tout décrit. Enfin, il a tout dit. Oui. Donc voilà, on dit la même chose. Et il a mentionné, moi j'ai pas, ça m'a passé de travers. C'est pas parce que j'ai peur. On me connaît, j'ai peur de personne. Oui. La FESI était sous le règne de qui à cette époque-là? Parce que Bobo est resté 10 ans au pouvoir. Hein. Oui. C'est à ce moment-là que nous autres on partait aussi en vacances. C'était sous le règne de Babo. Oui. Et aujourd'hui, Ouattara est à la présidence, aux affaires. Est-ce que vous pensez que la présidence de Ouattara donne un salaire aux artistes? Question. Voilà. Babo donnait des salaires aux artistes qui faisaient son atalakou. Mais c'est tout ça qui a amené le bordel en Côte d'Ivoire. Pourquoi quand vous voyez ce rigolo de Serge Kassi en train de pleurer à tout bord de rue là, c'est parce qu'il sait qu'il n'aura plus jamais cette chance-là. Comment un chanteur ne fait plus de CD, mais il est salarié par la présidence? Oui. Est-ce que vous imaginez que M. Ouattara peut faire ça? Question. Au contraire, en Europe ici, les artistes, ce qu'on dit artistes là, jusqu'à tu deviens diva star là, oui. Tu donnes de l'argent même au gouvernement et puis tu crées même des associations. Oui. Mais là, sous Babo, c'est pas parce qu'on n'aime pas Babo, on aime l'homme qui est en prison là-bas. Mais lui-même là, il s'est laissé aller. Donc, il est quand même responsable de ce qui lui arrive. Parce que quand tu es président là, tu n'es pas camarade de tout le monde. Les C6 là même, ils étaient salariés par la présidence aussi. Donc, c'est les politiciens qui les ont fait. Tout groupe de politiciens, je n'accuse pas que le FPI, tout groupe de politiciens. Et aujourd'hui, où ils sont arrivés là, ils ne veulent plus lâcher l'affaire. La preuve en est, n'importe qui rentrait à la présidence, n'importe quelle jeune fille rentrait à la présidence, alors qu'on sait très bien qu'ici, à l'Élysée, là, tu ne peux pas rentrer comme ça. La présidence de Ouattara, tu ne peux pas rentrer comme ça. Donc, c'est Babo qui les a fabriqués aussi. Hein? Et ils se prenaient comme pour des dieux, ils te menaçaient même. Je te dis, au campus, là, tu sais, arrivé au campus, il y avait des maquis partout. Donc, le stationnement n'était pas réglementé. C'est maintenant sous Ouattara, ça commence à être réglementé. Tu stationnes une voiture là, il y a un vieillard qui est arrêté qui va venir te dire. Quand il y a un vieillard, parce qu'il avait 40 ans, hein, il va venir te dire, madame, où vous êtes garé là, c'est payant. Mais il n'y a aucun panneau qui me dit c'est payant. Vous partez pour combien de minutes? Quand tu dis, bon, je vais voir ma coiffeuse à côté, ben, je vais voir une famille à côté, j'ai resté 2 heures, ben, il te dit c'est 1000 francs. Mais il ne te donne pas la facture de l'État. Donc, tout ça là, c'était que c'est du banditisme. Ça leur a apporté tellement beaucoup d'argent dans ça qu'ils ont du mal. Et ça, moi, je dis que si le gouvernement ne dissout pas cette FESI-là, parce que c'est facile comme bonjour, ça veut dire qu'ils sont aussi complices avec eux. Oui. Voilà. Donc, le gouvernement de Ouattara peut les dissoudre maintenant. Autant les Babou, on sait maintenant ce qu'ils faisaient. Voilà. C'était pour à peine prendre la guerre, pour prendre les machettes et des trucs pour aller faire la guerre aussi. On les a vus. C'est ceux-là qui traversaient au campus, qui allaient vers le Golfe. Ils étaient armés aussi. Et pourtant, ils se disent étudiants. Oui. Donc, le monsieur a tout dit et je voulais féliciter cet intervenant. Il a tout dit. Il faut qu'on se dise la vérité pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix et retrouver vraiment le bon chemin. Parce qu'il y a eu beaucoup de laisser aller. Ok. Merci, monsieur. On vous remercie, Madame Chanelka, pour votre très brillante intervention. Alors, nous sommes à l'écoute. Nous vous écoutons pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. On vous écoute, mes frères et sœurs. Donc, excusez-moi, je vais essayer de rentrer en contact. Il y a d'autres qui m'ont appelé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, s'il n'y a plus personne, nous allons essayer. Parce que même, on va parler maintenant de la CPI. Comme je vois qu'il n'y a personne qui appelle pour le moment.
Donc, on va passer du côté de la CPI. Alors, aujourd'hui, il y a un journal, belge, non, Le Monde, c'est un journal français, je pense, qui a dénoncé les critiques de Washington contre la CPI. Donc, eux-mêmes, ils ont dit ça met en cause le procès de Laurent Gbagbo. Eux-mêmes, donc, j'ai photocopie. Je vais lire ce qu'ils ont écrit. Je vais lire ça devant vous et vous allez. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère. Oui. D'accord, moi je voulais intervenir sur le deuxième sujet. Oui. Ce qui concerne la CPI. Oui. Et je pense que les Africains, en ce qui concerne cette... Commissaire, s'il vous plaît, n'appelez pas maintenant. Nous avons quelqu'un en ligne. Si la personne finit, on va vous rappeler. Oui, allô, frère. Donc, cette Cour pénale internationale, ça c'est la signification pour les uns et pour les autres comme moi. C'est une cour pour nègres insoumis. Oui. Donc, les Africains sont conscients de ce qui signifie cette cour. Parce que cette cour a fait ses preuves et elle continue de faire. Nous tous, nous savons que cette cour a été faite pour garder certains Africains qui sont qui s'allient pas aux ordres de l'oligarchie occidentale et de l'impérialisme. Oui. Donc, dans cette même cour, il faut se demander qui sont les financeurs de cette cour pour nègres insoumis. Oui. Nous avons quelqu'un, l'un des plus grands financeurs de la CPI qui s'appelle M. George Soros. Oui. Ce fameux George Soros, mondialiste de son État, criminel de son État. Il y a plusieurs mandats d'arrêt contre lui, notamment un mandat d'arrêt international que la Russie a émis contre lui, ainsi que les pays de l'Amérique latine, sans oublier le Venezuela. Oui. Donc, allô? qui finance cette grande entité. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? On vous écoute. D'accord, ok. Donc, c'est ce personnage-là qui finance cette Cour pénale internationale. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il a des ONG, il a des ONG comme Amnesty International. C'est lui aussi qui finance Amnesty International. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il est financeur d'une Cour pénale internationale. En même temps, il est propriétaire des ONG, ces ONG qui se disent défenseurs des droits de l'homme, qui se disent avoir pitié de l'homme. Oui. Donc, qu'est-ce que ces ONG-là font? Ces ONG-là alimentent ce qui interpelle la communauté internationale en disant qu'il y a des crimes qui sont faits ici, il y a des crimes qui sont faits ici. Pourtant, ce sont ces mêmes ONG qui financent les auteurs de ces crimes. C'est-à-dire qu'ils financent les auteurs de ces crimes et après, ils viennent plénicher à travers certains ONG que ce n'est pas normal. Et en même temps, ils vont plénicher la coupe devant les institutions internationales que ces gens-là doivent être condamnés. Mais, tenons-nous bien, qui on condamne? Est-ce que ce sont les vrais coupables ou ce sont les faux? Oui. C'est la question qu'il faut poser. Mais nous, les Africains, nous sommes posés des questions, nous avons trouvé des réponses. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour quitter cette cour? C'est ça le problème. Puisque on ne peut pas quitter la CPI sans avoir quitté le néocolonialisme, sans être sous le joug de l'impérialisme occidental et africain. Oui. C'est-à-dire que l'Union européenne est subventionnée à 85% par l'Union européenne.
Maintenant, comment nous allons quitter dans cette course à nègres insoumises? C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème de l'Afrique. Sinon, on n'a pas besoin de mettre faire choses sur le dos, ou on n'a pas besoin de nous brutaliser pour que nous comprenions. Nous avons déjà compris. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Oui. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça, c'est l'alternative. Il faut chercher. Quand nous allons trouver cette alternative, nous allons la mettre en place. Et puis vous verrez que tout ira mieux pour les Africains. Parce que, pour commencer, il faut d'abord chasser les sous-préfets de la France-Afrique dans notre pays. Il faut chasser les gardiens de la plantation africaine sur le continent africain. Sans ça, on n'aura rien fait. Sans ça, on ne pourra rien faire. Parce que ces sous-préfets-là, ces gardiens de la plantation occidentale en Afrique, sont là pour protéger les intérêts de l'oligarchie occidentale. Oui. Mais pour ces faits, il faut que les Africains qui pensent comme nous, qui pensent comme moi, s'unissent pour que cette chose-là puisse s'accomplir. Pour que ces sous-préfets-là soient chassés du continent africain. Donc, je pense que c'était ma petite contribution. C'est ma petite vérité à moi. Donc, merci à toi et merci à tous ceux qui suivent l'émission. Ok, on vous remercie infiniment, frère. Bon, je vais appeler le frère qui a voulu nous contacter et aussi donner son point de vue avant de passer à l'autre sujet. Donc, j'appelle le frère. Allô? Oui, allô, bonsoir mon frère Gigi. Bonsoir frère. Est-ce que au moment où j'ai voulu intervenir, mais tu as pris le deuxième volet, donc je ne sais pas si c'est plus... Non, vous pouvez parler du premier, il n'y a pas de souci. Ok, le premier c'est le truc de la fessie là. En fait, moi personnellement, j'ai été étudiant, je sais que tu as été étudiant. Je condamne ça parce que on ne peut pas accepter que ça soit le jour de la rentrée. Oui. Et que pour une histoire de 6500, il y a des parents qui n'ont même pas l'argent. Il y a des gens qui ont souffert pour garder l'argent. Oui. Pour leurs enfants à l'école. Et dans ce moment-là, vous levez pour 6500. Pourtant, quand on va dire vendredi là, ce vendredi samedi là. Oui. Tous ceux que tu as vu manifester pour 6500, ils seront maquillés. Oui. Ok? Donc c'est l'avenir des pauvres là qu'on est en train de gâter. Oui. Moi, j'ai été bassiste. Je ne peux pas accepter que des gens qui souffrent. Mais je te dis que les vendredis, samedis, tous les maquis seront pleins. C'est moi qui te dis. Hein. Oui. Et puis lundi, encore, on va refaire la même bêtise. Et puis de deux, je voudrais aussi, moi, eux là, je les défends. Moi, si ça n'était qu'à moi, Didier, on allait purement effacer cette fessée-là. Oui. Parce qu'elle nous apporte rien. Elle nous apporte vraiment rien. Juste, j'ai été étudiant. Oui. Elle nous a vraiment pas apporté quelque chose. Dieu merci, je ne suis pas rentré à l'université. Parce que j'ai fait de grandes écoles. Oui. Mais je suis rentré dans un groupe de fessées où je n'ai même pas fait un mois. Parce que quand je suis parti à l'école, avec mes amis fessés sont venus installer, ceux qui m'ont suivi là. Aucun n'a eu son BTS. Oui. Moi, je suis pas rentré dans ça, ça fait deux. Je voulais parler de l'intervenante Chanel Louis Koala. Oui. Quand elle est en train de dire, moi je veux que le débat soit structuré. Hein. Je sais que tu as été à l'école, étudiant. Cette histoire de fessées là, elle date pas de Gbagbo. Hein. Le pire ennemi des fessistes là, c'est Bédié. Non, elle date même pas de Gbagbo, elle date de Bédié. Et de Bédié, si on veut bien fouiller même là, ça date de fouiller. Donc même si on doit apporter, c'est vrai qu'il y a eu des parrainages. Oui. Mais je ne vois pas ce que Serge Kassi a dans la fête. Le nom de Serge Kassi fait quoi dans ce thème-là? Qu'est-ce que la présidence a à voir dedans? Qu'est-ce que Gbagbo a à voir? Pourquoi tous les sujets qu'on va amener, il faut toujours donner l'opprobre à quelqu'un? Il faut toujours qu'elle dise que c'est Gbagbo. Il n'est pas Est-ce que le thème que tu as dit là, tu vas parler de présidence? Question. Pourquoi les gens, quand ils s'asseyent dans les... Je ne sais pas, ils sont assis à deux. On vous propose un thème. Vous partez là-dessus. On veut commencer ce truc-là. Tous les grands ténors là, les Ahmed Bakaïko et autres là, ils étaient dans la fessier. Hein? Et quand elle parle de l'école, mais quand elle donne son âge souvent, moi ça fait 10 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'ai été étudiant là-bas. Donc, elle ne sait rien.
Parce que quand elle dit qu'elle a quitté là-bas très tôt, donc elle ne sait pas les rouages de la Fessie. Elle ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est pas les ondiers, elle a appris ça. Donc elle ne peut pas parler d'étudier avec nous. Parce qu'elle n'était même pas là-bas. Elle n'a même pas fréquenté là-bas. Donc elle n'a qu'à laisser ce sujet-là même. À Chanel, elle n'a qu'à laisser ce sujet-là. Oui. Elle ne connaît rien de ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a eu ça, mais elle n'était pas là-bas dans le moment où elle parle là. Elle a dit déjà dans ses vidéos qu'elle a vite quitté. Donc il ne s'agit pas de venir s'asseoir dans les salons, écouter des ondiers et leur dire. Pour laisser ceux qui ont fait là vont parler. Ça fait un. Babou, il n'a rien à voir dans cette histoire-là. Dans ton histoire, dans ton thème d'aujourd'hui, il n'a rien à voir. Quand tu parles d'un sujet, elle parle de. Mais ton thème, il a été bien défini. La Vessie. Oui. Tu n'as pas mis le nom de Babou dedans? Oui. C'est même que qu'est-ce que tous les jours, même si tu as parlé du thème de. Je ne sais pas, des stéréotypes ou des ménopauses, quel que soit le sujet, il faut toujours investiguer Babou. Babou, là, il a fait voilà. C'est ce qu'il a à quoi voir. Fait il a à quoi voir avec artiste à quoi voir avec les présences. Quand les gens n'ont rien à dire là, franchement, ils n'ont qu'à s'enlever quoi. Parce que c'est des débats, je ne sais pas, puérils. Oui. En fait, ils interviennent dans l'intention de se faire voir. Parce qu'elle ne dit rien de concret. Franchement, elle ne dit rien de concret. Le plan qui est de la Fessie là, personne n'est d'accord. Mais il ne faut pas qu'on accuse à tort quelqu'un. Matin, donc ça veut dire que si quelqu'un n'a pas mangé sur la Fessie. Mais le gouvernement là, le gouvernement actuel là, oui. Les ministres, la plupart sont ils étaient de la Fessie. Oui. Cette Fessie là, ça a commencé depuis février. Ça a commencé depuis février. Oui. Ok? Depuis le temps de Zébi et autres là, et ça a commencé maintenant. Donc elle arrête de mentir là. Okay. Elle arrête de mentir. Je peux dire qu'elle est trop vieille que dans le monde, non, ce monde trop jeune. Et qu'elle arrête de mentir. Quand tu ne maîtrises pas les sujets, tu laisses les gens qui maîtrisent les sujets intervenir. Ok. Il ne faut pas me raconter des anneries à 2 balles. Ok, s'il vous plaît. Ok. Pas de. Non, j'ai pas d'injure. Mais vu que toi, je sais que tu as été étudiant, souvent quand quelqu'un commence à dire des anneries, franchement dit, je crois qu'il faut stopper un peu. Parce qu'il n'y a pas des enfants sur cette toile-là. On a tous fréquenté. Okay. Donc on connaît bien ce système-là. Donc il ne faut pas qu'on nous amène à nous dire. On était étudiant. Si elle n'a pas étudié, ça va. Nous, on connaît le système. Ok. Il ne faut pas qu'on investisse une seule personne. Merci. On vous remercie. Ah, il y a d'autres, pendant que d'autres sont en ligne, eux ils appellent. Je ne comprends pas pourquoi. Vous êtes devant vos écrans, vous écoutez, vous savez qu'il y a quelqu'un en ligne, mais vous appelez quand même. Bon. J'appelle tous ceux qui ont essayé de nous joindre. Allô? Oui, allô, bonsoir frère. Oui, bonsoir frère, ouais, ça fait longtemps que j'essaie de vous joindre là, ça fait à peu près 2 semaines même. Ah bon? Ouais, mais ça passe pas, hein. Bon, moi je... Attendez, je coupe et je vous rappelle. S'il vous plaît, je coupe et je vous rappelle. Je vous rappelle. D'accord. Oh, s'il vous plaît, quand je cause avec quelqu'un sur Messenger et que quelqu'un appelle sur WhatsApp, ça dérange l'appel de la personne. Ça réduit la voix de la personne. Et donc, s'il y a quelqu'un déjà en ligne, s'il vous plaît, n'appelez pas. Donc, je rappelle le frère, voilà. Excusez-moi. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour frère, ouais. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous avez WhatsApp? Parce que je ne comprends pas pendant qu'on cause. Parce que il y a des gens qui appellent sur WhatsApp. Et dès qu'ils interrompent leurs appels, ça réduit, ça réduit votre voix. Donc, ça crée un petit problème. Ok, donc attendez, je vous rappelle dans 10 minutes sur WhatsApp. Voilà, merci. Ok, dans 10 minutes, merci. Ouais. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir JJ. Oui. Comment vous allez? Ah, je vais bien chez vous. Ah. Oh, on est là, on se métier. Oui. Aujourd'hui, il y a un sujet aussi brûlant comme les autres jours. Oui. Eh bien, moi, je viens... L'histoire de la Fessie, là. Moi, aujourd'hui, les problèmes que je me pose, sinon les questions que je me pose, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'écouter un peu la Fessie elle-même?
ne pas regarder l'image de la FESI. Chaque fois que la FESI vient poser un problème, quand on regarde dans le fond, est-ce que c'est un problème opposé? Oui. Ou bien c'est quand la FESI, là on reconnaît qu'ils ont une manière vraiment qui ne plaît pas. Oui. Mais ce sont des revendications quand même. Je me souviens bien, l'année dernière, il y a eu une histoire comme ça à la rentrée. Oui. Histoire des frères annexes. Cette année encore, c'est la même chose. Oui. Et là, ça devient plus grave. Moi, je trouve qu'on peut chercher à corriger la FESI. On peut chercher, et même le pouvoir en place que gérer peut corriger la FESI. Oui. C'est que tout Gbagbo, la FESI avait la liberté, la grande liberté que je ne pense pas qu'aujourd'hui la FESI a ça. Mais je pense que les gens peuvent faire asseoir. C'est vrai, on laisse le côté politique, le côté truc, et puis faisons asseoir. Oui. C'est vrai, on connaît déjà où la FESI a toujours été dans l'opposition. Dans l'opposition, tout le temps. Mais les problèmes que la FESI pose, pourquoi on ne pose pas, on n'essaie pas de suivre ça, d'analyser ça de près. Aujourd'hui, le problème qui s'est posé, on passe d'un problème d'annexe sur les inscriptions. Quand on regarde dans le fond, oui. le problème est là. En septembre, bien, il ne sait pas, en juin, juillet, il y a eu des inscriptions en ligne. Oui. Les gens ont payé de l'argent. Aujourd'hui, il se trouve qu'on doit payer encore d'autres frais, double même que ce qui est passé. Moi, je ne suis pas pour la méthode que la FESI a appliquée. Mais c'est un problème qui est récurrent. Ça fait 2 ans successifs que le même problème apparaît. Oui. L'histoire des COGES, donner l'argent à COGES. COGES, ça c'est quoi? COGES, ça fait quoi, au fait? Il y a tout. Moi, je pense que tous ces éléments-là, il faut les relever. On dit qu'on doit supprimer la FESI. Mais EcoGES même qui est là, quand les enseignants aussi font leur grève, ils priment l'école des enfants d'éducation, quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Question. Quand eux-mêmes ils défient l'État, qu'est-ce qu'on fait? Les mêmes enseignants, ils défient l'État, qu'est-ce qu'on fait? Question. On a vu même fait tout le tapage devant Kandia. Kandia a fait des menaces ici. Nous tous on a vu. Mais ils sont là. Vous comprenez? Oui. Eux, tout ça, tout le monde, moi et tout qu'aujourd'hui au pays, tout le monde cherche, se défend à défendre son pain, au fait. Oui. Les gens cherchent à défendre leur pain. Mais cherchons toujours, est-ce que la FESI, là, le problème qu'ils ont posé, là, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand ils vont faire un débat, ils ne vont pas chercher même à prendre un élément, un responsable de la FESI, poser un problème réel, s'ils vont défendre ou pas, et puis le faire. Je ne suis pas pour que la FESI persiste dans la violence. Je ne suis pas pour ça. Mais si ils ont accepté depuis le départ, depuis le temps de Bédier, et que la FESI, Bédier a voulu dissoudre la FESI, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu prendre ce courage-là. Vous comprenez? Et même aujourd'hui, quand on dit on suspend la FESI, on veut suspendre la FESI, mais il y a un autre groupe encore qui est là. C'est pas que c'est ça, il y a un autre groupe encore sur les campus qui est là, qui remplace la FESI en soutenant le pouvoir en place. Oui. Vous voyez, chacun essaie de venir se positionner et faire de sorte que plus plaire à un tel régime. Moi, je souhaiterais que quand le problème est posé, il faut qu'on vraiment, moi, c'est que tu demandes à toi-même, il faut poser le problème. Est-ce que c'est que la FESI a fait est bon? Elle n'est pas bonne, c'est pas bon. Mais le problème de fond, c'est-à-dire le problème qu'ils ont posé là, est-ce que ça existe vraiment? Si c'est un raisonnement fanfaronnade, ou bien ils ont créé comme ça, là au moins. Mais le problème est là. Mais il y a plusieurs façons de discuter. Ce n'est pas en sortant pour barricader les voies, en défiant la police, les forces de l'ordre. Ce n'est pas comme ça. On va se faire entendre. Au fait, c'est ce que je te dis là. Je dis la méthode n'est pas bonne. Oui. Mais la méthode n'est pas bonne. Pour moi, la méthode n'est pas bonne parce que eux-mêmes, ils n'écoutent, l'État ne cherche même pas à écouter même, comment on appelle la FESI
elle-même. Non, mais l'État ne les écoute pas parce qu'ils ne sont pas organisés. S'ils sont désorganisés, comment on peut écouter des voyous? Non, tu vois, non. Toi-même, tu dis déjà. Non, mais ce sont des gens, mais ils troublent l'éducation. Mais ils troublent l'éducation. Le fait de leur manière de se comporter, c'est comme si c'était de la voyousie. La voyousie. Ils ne se comportent pas comme des intellectuels, des élèves qui sont bien éduqués, mais ils ne devaient pas se comporter comme ça. Donc, je n'en disconviens pas. Voilà, mais qu'ils s'organisent et on verra la suite. La Côte d'Ivoire puisse. Oui. C'est ce que je demande. C'est ce que je demande. Est-ce que nous-mêmes, on cherche à les organiser? Aidons-les à s'organiser. Oui. Dans tous les cas, ce sont les mêmes personnes, les mêmes étudiants, bien même si ce sont pas. Mais si nous, on cherche à les organiser, là, on va les écouter et ils vont faire des choses que on va te dire, mais la dernière fois on s'est réunis, on peut prendre les sanctions, mais ne voyons pas déjà que c'est la bête, sont des voyous. Non, quand on entend qu'il y a telle manifestation sur le campus, les policiers, allez-y. Et puis c'est cette manière que les gens ont une manière de réprimer au pays là-bas. Dès qu'il y a un truc net, on envoie déjà la police chercher à brimer les gens. Tu comprends? Même où tu es en Belgique, même quand le gars, des coupeurs de route, disons des gens qui ont fait un hold-up, quand on les arrête là, on ne les arrête pas dans la violence. Tu es d'accord avec moi? On les arrête de façon, à la manière. On leur dit la loi, mais c'est lorsque peut-être tu vas venir, tu ne vas pas obtempérer, sinon tu vas obtempérer contre ce qu'ils ont dit, ou bien tu vas contre ce qu'ils disent que les gens vont réagir en mal envers toi. Mais quand tu viens déjà dans la tête, la police vient déjà dans la tête qu'il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on les gaze, il faut qu'on fasse comme ça. Qu'est-ce que ça devient? Ok. Votre dernier mot, frère. Les gens arrêtent. Voilà. Je veux dire que la FESI, même si aujourd'hui on voit que c'est une gangrène, mais faisons des assises pour écouter la FESI. Nous-mêmes parlons-leur et essayons de leur faire asseoir pour régler leur conduite, pour les régler aussi. Que chaque fois devenir, même quand ils ont dit, ah, ça là c'est mauvais, on ne sait pas écouter, non, envoyez la police, fait comme ça, ah, ça là c'est pas bien, voilà ce qu'ils ont dit, vraiment, ça n'arrange pas nos parents. On dit non, il y a les parents d'élèves. Mais quel parent d'élèves va venir parler un jour? Les gens, ils subissent, c'est vrai, ce sont les mêmes parents, les mêmes élèves, les mêmes enfants, ces parents d'élèves qui sont la même personne. L'année dernière, ils ont dit non, pourquoi est-ce que les parents n'ont pas fait? Les parents n'ont ok, merci frère. C'est ce que moi je voulais ajouter. Ok, merci infiniment pour... avec la manière, mais cherchons à les corriger. Ok, merci. On vous remercie frère. Écoutez, il y a un frère qui avait intervenu dès le début. Il a parlé, il a mis un point sur la communication. Elle est très importante, la communication. La FESI manque de communication. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi la FESI manifeste? Avant même qu'elle ne manifeste, personne ne savait pourquoi, les causes. C'est pendant leur gazage qu'ils ont commencé, non, ils ont augmenté le prix de la scolarité. Voilà pour... Est-ce que vous avez dit ça aux gens? Même il y a d'autres élèves qui font sortir, qui ne savent même pas pourquoi les grands, ceux qui sont à l'université, ils marchent. Pourquoi ils les font sortir? Ils ne sont même pas informés. Ils ne sont même pas... Est-ce qu'ils prennent le temps de communiquer avec tous les élèves de Côte d'Ivoire pour dire, ah, on ne va pas aller à l'école? Mais s'il y a une organisation, ils n'ont pas besoin de prendre les rues pour casser les choses. S'il y a une organisation, ils se réunissent parce que chaque école a un FESIS. Dans chaque établissement en Côte d'Ivoire, il y a des FESIS qui représentent les différentes écoles de la Côte d'Ivoire. Et donc, s'ils sont bien organisés et qu'ils disent, bon, la scolarité est trop, alors nous ne voulons pas semer des troubles au pays, mais voici notre position. Ils peuvent communiquer avec tous les élèves par le biais des différents FESIS qui représentent les différentes écoles pour dire, bon, tel jour, ne venez pas à l'école. Et si on vous demande pourquoi vous ne venez pas, voici la cause. Mais avant de prendre cette décision, il faudrait qu'ils envoient une lettre au gouvernement, premièrement. Deuxième fois, s'il n'y a pas de réponse, mais là maintenant, eux, ils sortent pour faire un communiqué. Pour dire, ah, nous avons voulu nous attendre avec le gouvernement ne veut pas nous recevoir.
le gouvernement ne veut pas discuter avec nous. Donc, les jours à venir, nous allons aussi militer pour montrer que oui, nous sommes en désaccord avec le gouvernement, nous ne sommes pas contents parce que le gouvernement ne veut pas nous écouter. Et ils peuvent prendre des décisions. Là, le peuple ivoirien peut comprendre que oui, réellement, ils militent réellement pour leur propre cause. Mais ils ne disent rien. Ils n'envoient aucun petit message au gouvernement. Un bon matin, ça monte dans leur tête. Ils sortent, l'heure est grave. Mais attendez, nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un État bien défini qui a des frontières avec d'autres États. Nous sommes dans une république. Nous sommes sur un territoire. Nous sommes dans une nation et la nation a des règles. Il faut respecter les règles. On ne se lève pas pour faire n'importe quoi. À un moment donné, il faut mettre un point sur cette histoire de la FECI. Il faut dissoudre la FECI. Ça, c'est ma position. Il faut dissoudre la FECI parce que la FECI est une gangrène pour l'éducation ivoirienne. C'est une peste pour l'éducation ivoirienne. La FECI retarde l'éducation des Ivoiriens. La proposition que j'ai faite dans cette vidéo à travers les chefs du village, ça sera la meilleure proposition pour une bonne éducation et pour les bonnes négociations entre l'État et les élèves. C'est la meilleure des solutions. Sinon, si vous mettez les FECI, ceux-là, ils ne vont rien faire. Ils ont trop le sang chaud. Ce sont des gens, ils fument la drogue. Ce qui est encore catastrophique, c'est que quand vous partez dans les universités, les FECI, ils mettent les chambres en location. Ils exigent, c'est-à-dire, quand on construit l'internat et tout ça, là, on dit, bon, les élèves, ça, c'est vos chambres, restez là-bas. Les FECI, ils vendent ces chambres. Ils demandent à d'autres élèves de louer ces chambres. Si vous pensez que les élèves n'ont pas d'argent pour payer leur scolarité, pourquoi vous, les mêmes FECI, là, vous exigez que ces chambres qui sont dans les cités estudiantines soient louées dans vos mains? Pourquoi? Sachant bel et bien que les gens, ils n'ont pas de moyens. Mais vous mettez ça en location. Et ceux qui n'ont pas d'argent, vous les tabassez. Et même souvent, même, vous les faites sortir. Parce qu'un élève qui fréquente là-bas, qui habite dans une cité, et tout ça là, l'État construit des cités, mais les élèves FECI, c'est-à-dire ceux, les secrétaires généraux et leurs groupes qui sont dans leur comité, ils exigent que les élèves payent ces chambres-là, ces logements. Mais voyez un peu, en plein milieu scolaire, si un élève louait la chambre dans leurs mains, et qu'il n'a plus d'argent, ils le mettent à la porte. Ils le mettent à la porte et ils gâchent l'avenir de ce dernier. Ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à ça. Non, diminuer. Parce qu'ils se plaignent parce que tout simplement, si les gens diminuent, ils vont dire, bon, nous, on s'est battu pour vous donner l'argent. Donnez-nous, cotisez. Et ils tassent tous les élèves de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à payer. Et ils sont à l'université là-bas. Ils ne veulent pas travailler parce que, étant là-bas, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà le business qu'ils font. Ils gagnent l'argent sur les dos des élèves. Ils sont mieux payés même que les professeurs à l'université. Ils gagnent mieux. Donc, pour eux, ils ont gagné un boulot comme ça. La FECI est une organisation mafieuse qui leur rapporte des millions et des millions chaque mois, chaque année. Donc, et pour eux, c'est tout à fait normal. Ils ont des diplômes, ils sont là-bas. Il n'y a même pas d'études, ils approfondissent quand même les études. Mais souvent, d'autres ont terminé, ils sont là-bas, ils disent, bon, je suis le patron des FECI, c'est moi, je suis le guide spirituel. Mais on te demande de venir apporter ce que tu as appris dans les universités aux Ivoiriens. Ils ne veulent pas faire ça. Ils sont toujours là-dedans pour faire des choses moribondes. Hein? Pendant que les universités d'autres pays, les élèves qui font les sciences, ils inventent, ils créent. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu un élève ivoirien sorti d'une université ivoirienne qui a créé quelque chose en Côte d'Ivoire. Pour parler des universités de la Côte d'Ivoire, ils ne créent rien, ils n'inventent rien, mais ils sont les premiers à s'aimer des troubles. Nous sommes dans quel pays là? Allez-y dans les autres universités, même en Afrique de l'Est, les élèves ils font de la concurrence. Chacun invente. Je dis bien les étudiants de là-bas, ils inventent. En Côte d'Ivoire, ils n'inventent rien. Ils n'inventent rien. Ils sont là-bas. Ils ne font que se bagarrer. Toujours dans les rues, allumer les roues, s'affronter à la police. Il y a d'autres élèves qui meurent. Oui, mais on est où là même? On est où? On est où? Vous n'apportez rien à l'État. Vous n'apportez rien à la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui semez des troubles. Vous les vieillards là, vous qui êtes là-bas. Vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire. Parce que si vous étiez fort, et que la Côte d'Ivoire devrait compter sur vous, vous n'allez pas être là-bas pour être des FECI, pour dire on représente la FECI, on va organiser. Non. On allait vous voir dans les centres de recherche, dans les laboratoires,
en train d'apporter la technologie à la Côte d'Ivoire. Vous avez échoué, donc ne venez pas embrouiller l'avenir des petits enfants qui, eux, veulent fréquenter sincèrement pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien foutu, dégagez. Alors j'aimerais que ces gens qui foutent la merde en Côte d'Ivoire soient punis sévèrement. Je dis soient punis. Il faut voter une loi en Côte d'Ivoire. Les députés, mais je ne comprends pas les députés, ils proposent même aucune idée. Ils ne proposent rien. Il faut proposer des idées pour qu'on puisse voter une loi pour faire intégrer cette loi dans la constitution ivoirienne. Une loi qui va sanctionner les fœcistes barbares qui vont essayer de défier. C'est-à-dire, tu es un fœciste, tu prends un sifflet pour troubler les cours, en plein cours, tu troubles les gens, les élèves de Côte d'Ivoire, tu mérites 5 ans de prison ferme, sans négociation. Il faut être sévère pour dissoudre ce mouvement diabolique comme milice. Il faut dissoudre. Maintenant, il faut prendre les chefs du village pour les transformer en parents d'élèves. Donc, ils auront 2 opérations. Opération intérieure de leur propre village, d'où ils sont les chefs, et en dehors de ces villages, ils doivent opérer en tant que parents d'élèves sur toute l'étendue du territoire. Voilà comment ils doivent faire. Si on confie l'avenir des élèves à ces jeunes qui sont des gangsters, des fumeurs de drogue, je pense que l'école ivoirienne va aller de mal en pire. Ça va aller de mal en pire. Donc, vous avez échoué, vous n'avez rien apporté à notre nation. Dégagez ceux qui sont les jeunes, qui veulent étudier et apporter. Parce qu'aujourd'hui, le monde court. La technologie, tout le monde parle de la technologie. Vous avez échoué. Dégagez. Ceux qui veulent réussir, ne les perturbez pas. Vous allez rester là-bas, encaisser les pauvres enfants. Ils n'ont qu'à vous donner l'argent. Vous allez vendre les chambres des cités estudiantines de Côte d'Ivoire pour exiger que chaque élève paye au moins 15 000 francs par mois. Tu n'as pas d'argent, dégage. Et puis vous les doublez là-bas, au moins 5 personnes dans une chambre. 15 000 par personne. Vous êtes des diables, vous. Et ils sont là-bas, ils portent des cravates, vestes, comme s'ils étaient des boss. Or, ce sont des vrais mafieux. Des vrais bandits notoires. On doit dissoudre cette fesse-là. Moi, en tout cas, je suis pour. Il faut dissoudre ça. Il y a 800 places à mes secrets. Il y a 800 places à la Maca. Lui qui fout la merde, on le conduit là-bas. C'est clair. Maintenant, concernant la CPI, je ne comprends pas. Si nos dirigeants africains, ils ont besoin d'un fait bien chaud sur leur dos pour comprendre que la CPI n'est pas une organisation, n'est pas une justice équitable et internationale. C'est une justice bien orientée qui cible les Arabes et qui cible les Noirs. Et d'ailleurs, ça ne cible pas tous les Arabes. Il y a des pays arabes que ça ne touche pas. La CPI ne peut jamais toucher les ressortissants de l'Arabie Saoudite. Ça, ils vont monter, descendre. Quels que soient les crimes qu'ils vont commettre, ça ne pourra jamais toucher l'Arabie Saoudite. Ça ne pourra jamais toucher le Qatar. Ça ne pourra jamais toucher les Émirats Arabes Unis. Ça ne pourra jamais toucher la Jordanie. Il y a des pays que la CPI ne touche pas, quel que soit ce qu'ils vont commettre comme crime. Mais la CPI, par contre, peut toucher l'Irak, peut toucher la Syrie, peut toucher le Yémen, peut toucher le Liban. Ah, mais oui, voilà les pays que la CPI peut toucher. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ces pays, la CPI aussi peut toucher la Libye, la Tunisie, le Maroc et aussi l'Algérie. La CPI peut toucher ces pays-là. Mais en dehors de ces pays-là, qui sont des pays maghrébins et les pays du Moyen-Orient habités par les Arabes, côté arabe, la CPI ne touche plus les autres pays arabes. Donc, vous devez comprendre automatiquement que cette CPI n'est pas juste. Ça, c'est un. Maintenant, concernant l'Afrique, la CPI peut toucher tous les pays africains. Je dis bien tous les pays africains. Sauf l'Afrique du Sud. La CPI ne peut pas toucher l'Afrique du Sud. Mais en dehors de l'Afrique du Sud, la CPI peut opérer sur toute l'étendue du territoire africain. Et puis, il n'y a rien. Voilà ce que c'est que la CPI. En dehors du territoire africain, la CPI peut opérer
Non, en dehors du territoire africain, là, ce pays peut opérer en Amérique latine, concernant le Venezuela, l'Argentine, l'Uruguay, Paraguay. La CPI peut opérer là-bas. Est-ce que vous comprenez? La CPI, en dehors de ça là, la CPI peut opérer en Europe de l'Est. Par exemple, la Géorgie, la Géorgie, les pays baltes en fait. La CPI peut opérer là-bas. En dehors de ça, ici en Europe de l'Ouest, la CPI ne peut même pas se permettre de mener une petite enquête sur un quelconque responsable qui aurait commis des crimes odieux ou bien quoi que ce soit. Non, la CPI ne peut pas se permettre de traquer des gens, des criminels en France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Hollande, en Finlande, oui, en Islande, en Irlande. Rien, la CPI ne peut pas opérer dans ces pays. Donc, pourquoi une justice dite internationale qui est limitée dans ses actions, qui ne peut pas opérer partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, on puisse tracer cette justice internationale? Ce n'est pas une justice internationale. C'est une justice partielle, partielle. Elle prend position. Et Donald Trump a menacé. Parce que la CPI avait oublié les règles du monde. Elle avait oublié de ne jamais mener des enquêtes contre Israël. Et la CPI a voulu mettre son nez là où on lui a dit de ne pas mettre son nez. A voulu et enquêter sur Israël, les crimes. Dites que Israël aurait commis contre les Palestiniens. Ils ont voulu enquêter. Donald Trump a menacé. Si jamais vous essayez d'enquêter sur Israël pour accuser Israël, si jamais vous essayez d'enquêter sur les soldats américains qui opèrent au Moyen-Orient, d'avoir commis des crimes contre l'humanité, nous allons sanctionner la CPI et poursuivre les juges de la CPI. Ils menacent même de poursuivre même les juges de la CPI. Procureur, juge, tout. Ils ont menacé de les poursuivre. Donc vous comprenez déjà, est-ce que Fatou Bensouda et les autres procureurs ainsi que juges, ils peuvent vouloir défier l'Amérique? Mais s'ils essaient, mais c'est leur mort. Et non seulement ils vont les attraper, quel que soit s'ils sont en Europe, ils vont venir les attraper ici en Europe pour même les amener, pour les amener à Guantanamo. Et même ils savent, ils vont même peut-être ils vont les mettre sur une chaise électrique pour les secouer et mourir vivants. Ils savent. Donc automatiquement, ils ne vont même pas parler. Ils ne vont pas vouloir défier. Et s'ils voulaient enquêter sur un soldat français, ils vont aussi les menacer. Mais la France ne peut pas faire ça ouvertement. Mais ils vont leur écrire une lettre. Parce que la France est cachée derrière les actions de la CPI en Afrique. Donc si la France menace ouvertement la CPI pour dire, peut-être ils ont déjà essayé d'enquêter sur les soldats français. Mais c'est parce qu'ils ont dû les menacer en une bosse, en parcourir. Donc cette affaire est restée dans l'anonymat. Rien n'est sorti au grand jour, il n'y a pas eu de fuite. Donc personne ne peut savoir si la France a déjà menacé la CPI ou pas. Oui, donc vous comprenez. Mais quand c'est en Afrique, parce que la France ne peut pas crier ouvertement pour dire nous condamnons le truc à la CPI, on ne veut pas. Si la France dit ça, les pays africains vont fuir. Donc la France a intérêt de se taire et menacer la CPI parcourir. Mais les Américains, comme eux, ils ne dorment pas dans mauvais rêves, ils ont menacé ça ouvertement aux yeux du monde entier. Pendant ce temps, la CPI opère en Afrique en toute tranquillité. Mais combien de fois vous allez comprendre? Lui-même qui finance la CPI, c'est un Américain, il s'appelle Soros. Ce sont eux qui financent la CPI, soi-disant justice internationale. Les gens qui financent cette justice-là, eux là, ils disent leurs ressortissants là, ils ne peuvent jamais aller dans cette justice. Cette justice ne peut jamais les juger. Mais vous là, qu'est-ce qui vous pousse? Moi, je crée un mouvement, je finance le mouvement et je dis mes enfants n'ont pas le droit d'aller dans ce mouvement. Mais vous là, par contre, vos enfants ont le droit d'aller là-bas. Et aussi, ce mouvement a le droit de poursuivre vos enfants, mais ce mouvement n'a pas le droit de toucher à mes enfants. Et vous dites, oui, patron, on a compris. Mais les Africains, ils se croient où? Pourquoi ça? Pourquoi ne pas prendre conscience? Pourquoi se soumettre toujours aux dictats européens?
Pourquoi se soumettre toujours aux dictats américains? Pourquoi se jouer les corbeaux? Pourquoi se jouer les sous-hommes? Pourquoi se considérer comme un singe? Pourquoi se considérer comme des animaux, des chiens? Je ne comprends pas. L'Amérique vient de dire ça, que c'est une injustice internationale et que ce n'est pas la justice internationale et qu'elle va mourir toute seule. Mais vous attendez quoi pour déclencher une sortie immédiate de la CPI? Les pays africains devaient entamer une sortie parce que les preuves sont là. Les Américains refusent. Eux, ils connaissent tout, hein, tout ce qui se passe. Les systèmes du monde, ils connaissent. Si eux, ils disent que ce n'est pas une justice équitable et que c'est une justice mafieuse, et que si jamais cette justice s'intéresse à leurs ressortissants, ils vont les sanctionner. Même les juges et les procureurs seront menacés. Ils vont bloquer les comptes bancaires. Vous pensez quoi? Si Fatou Ben M, ils vont bloquer tout son argent. Procureurs, ils vont bloquer leur argent. Le financement, ils vont bloquer. Ils vont n'utiliser plus le dollar pour financer la CPI. Ils vont faire quoi? Si les Américains disent n'utilisez plus le système, le dollar pour financer, la CPI est morte. Donc, automatiquement, ils vont se plier à l'ultimatum américain. Vous comprenez? Donc, les Africains, ça c'est une preuve pour demander la sortie des pays africains au sein de la CPI. Je vais dire ce que le journal a dit. Excusez-moi. Le procès de Laurent Gbagbo, l'ancien président à la CPI, aura été l'un des plus marquants de l'histoire de la Cour pénale internationale si la question avait opposé plusieurs dirigeants africains dans l'ombre et avait motivé, entre autres, certains à mener une fronde contre la Cour pénale internationale. La récente sortie des USA ne va rien arranger sur ce plan. Donc, eux-mêmes, ils s'inquiètent, les Européens. Donc, la sortie des États-Unis fait trembler déjà les Européens. Comme quoi, peut-être ça va pousser les Africains à vouloir sortir de la CPI. Mais les Africains, ils ne vont pas saisir cette occasion. Et c'est le journal Le Monde, allez-y voir là-bas, qui a fait cette déclaration. Sur ce plan. Et pourtant, bien avant la charge virulente du conseiller de la Maison Blanche, plusieurs personnalités avaient déjà dénoncé les agissements de la Cour. Il y a quelques mois, le site français d'investigation Mediapart avait même lâché une petite bombe dans cette affaire. C'est le journal Le Monde, le journal français. Ils reconnaissent ce que Mediapart avait dit. Et que c'était une bombe, mais les Africains n'ont pas prêté attention. Les Américains aussi, ils viennent à peine de faire sortir une bombe. Les Africains, ils ne prêtent pas attention. La charge américaine, dernier coup de massue, ça c'est la question. Dans ce contexte, quand John Bolton, conseiller du président Donald Trump, affirme que la CPI va bientôt mourir et l'accuse d'être illégitime et dangereuse, ce sont les Américains qui disent que la CPI est illégitime et dangereuse. Je lis le texte, c'est sorti du journal Le Monde ce matin. Et dangereux, tout en menaçant clairement les juges de l'institution. Quelle crédibilité peut-on encore accorder aux futures décisions de cette Cour? Ce sont les Européens. Ils disent, est-ce qu'ils pourront encore accorder une crédibilité à cette Cour? C'est cette question que se sont posées des soutiens de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur la toile. Pour rappel, ce dernier est toujours en attente du verdict final de son procès débuté depuis plusieurs années. Quand on sait, en plus que sa femme a été acquittée par le président Alassane Ouattara, d'aucuns réclament déjà la fin du procès de l'ancien président ivoirien. Pour l'heure, on attend toujours la réaction officielle de la CPI après la position américaine sur son utilité en termes de justice internationale. Donc eux-mêmes, ils se disent, après l'intervention de l'Amérique, ils se demandent, est-ce que réellement la CPI est encore utile à juger des gens partout dans le monde? Donc ils attendent maintenant le verdict de la CPI. Et ils se demandent aussi, est-ce que les pays africains ne vont pas sortir de cette CPI suite à deux bombes qui ont été lancées, c'est-à-dire la bombe de Mediapart et un État. L'État même qui a envoyé cette idéologie de la CPI, qui finance même la CPI, critique à son tour cette même CPI pour dire qu'elle est illégitime
et dangereuse. Les Africains, ils sont là-bas. Ils ne vont pas saisir cette occasion. J'ai l'impression qu'il faut mettre un fait chaud derrière leur dos pour comprendre que oui, ce n'est pas bon. Et ils ne suivent pas l'actualité, je ne comprends pas. Ils ne suivent pas l'actualité, je ne comprends pas. Vous avez quoi, dirigeants africains, dirigeants noirs, négros, négresses, vous attendez quoi? Le monde entier vous montre que ce n'est pas une bonne justice. Sortez là-dedans, vous attendez. Ils n'ont qu'à venir vous chicoter d'abord. Le noir, il aime la brutalité. C'est-à-dire, si on ne le tape pas là, il ne comprend rien. On lui dit clairement partout, même les blancs, même ils critiquent, ils dénoncent, ils disent c'est pas bien, ça est là pour les noirs. C'est une organisation que les multinationales ont mis sur pied pour pouvoir traquer les dirigeants qui ne veulent pas les respecter. Mais eux-mêmes qui font le mal partout dans le monde, ils ne sont pas inquiétés par cette cour. Donc dès lors, cette cour n'est plus internationale. Elle devient internationale pour les Africains et elle devient neutre pour les multinationales et aussi les ressortissants de certains pays. Elle ne peut pas poursuivre les ressortissants de ces pays. Alors le noir, il devrait comprendre automatiquement que c'est une cour qui est dangereuse et illégitime. Il devrait entamer une procédure de sortie immédiate. Parce que toujours les blancs, ils vont vous faire les bouches, les paroles sucrées. Quand vous allez vouloir sortir là-dedans, ils vont vous convaincre et tout. Attendez-vous à ça. Ils vont toujours vous convaincre, mais attendez-vous à ça. Refusez quels que soient les propos qu'ils vont mettre dans vos oreilles. Dites non, on est déterminé, on sort. Il faut avoir une idée claire. Je sors, quel que soit ce qu'ils vont mettre dans tes oreilles. Non, on ne peut pas sortir, tu sais. Il faut dire je sors. Parce qu'ils vont tout faire, ils vont envoyer des grands diplomates, des gens qui savent s'exprimer. Et tout ça pour vous convaincre. Dites non, c'est non. Voilà, pour sortir. Mais si vous restez là, et puis les blancs viennent sucrer dans vos oreilles pour dire « Ah, ok, bon, je voulais sortir, mais comme tu m'as bien expliqué, je ne sors plus. » Peut-être que tu seras la prochaine cible. C'est toi-même qui as refusé de sortir de là. C'est toi-même, ils vont attraper. Ils vont mettre des bandits derrière toi et ces ONG qui vont dénoncer, ils vont t'attraper pour t'amener là-bas. Donc, pour éviter ça, Ouattara a dit il ne va plus envoyer un Ivoirien là-bas. Mais Alassane Ouattara, président des Ivoiriens, président de la Côte d'Ivoire, vous nous avez dit que vous n'allez plus jamais amener un Ivoirien ou une Ivoirienne à la CPI. C'est une bonne nouvelle. Mais quand c'est comme ça, si la Côte d'Ivoire ne peut plus envoyer ses ressortissants là-bas, mais qu'attend la Côte d'Ivoire pour sortir de cette organisation? Ou bien pour sortir de cette justice dite internationale? Si nous ne pouvons plus amener nos ressortissants, mais retirons-nous de cette justice internationale. C'est tellement clair comme de l'eau à boire. Pourquoi nous sommes toujours là-bas? Pourquoi sommes-nous là-bas toujours? Sachant bel et bien que nos ressortissants ne vont plus aller là-bas. Ou bien on est là-bas pour financer toujours. Mais c'est du gâchis. Cet argent qu'on donne à cette cour pénale internationale, on peut prendre cet argent pour s'occuper de la vie des Ivoiriens. Et c'est tellement clair. Au lieu de financer quelque chose où les Ivoiriens ne vont plus amener leurs fils et filles, vaut mieux de sortir de cette chose. Comme ça, l'argent qu'on envoie derrière eux, là, on va prendre cet argent, on peut mettre ça dans l'éducation. On a un problème de l'éducation. Problème social, là, c'est assez. Il faut enlever, la Côte d'Ivoire doit sortir immédiatement. Et d'autres pays africains devraient suivre l'exemple. C'est la seule chose qui peut nous permettre de nous développer. Parce que ça pourra nous donner la liberté de mener notre propre politique. Et cette politique pourra nous sauver. Mais quand tu es là-bas, ta queue, tu veux te développer, tu veux vite courir. Oh pourtant, quelqu'un attrape ta queue. Quand tu cours trop, il te tire et tu recules. Tu ne pourras plus filer. Et donc, ton développement est bloqué. Pourquoi je le dis? La CPI, c'est comme si les pays africains sont liés à la CPI par la queue. Donc, quand les pays africains veulent se développer, les Blancs, ils vont tirer ces pays africains par leur queue. C'est-à-dire, ils vont te dénoncer et ils vont te menacer par la CPI pour dire, si tu continues, la Cour pénale internationale va mener des enquêtes, ils vont t'arrêter. Et dès lors qu'il y a des menaces sur toi, sur ta personne, tu changes de politique automatiquement. Si c'était une politique de développement que tu menais, tu es obligé de te mettre en genoux face à eux parce que tu sais que si tu veux continuer dans ce sens, il y aura la justice internationale qui va te menacer. Alors pourquoi ne pas sortir là-dedans et mener ta propre politique qui va libérer ton peuple et libérer ton pays? Quand c'est comme ça, personne, je dis bien, ils pourront pas dire justice internationale puisque ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Entre nous, là, on va se juger. Si la justice internationale ne fonctionne plus, ils vont dire encore que quoi? Ils vont nous poursuivre pour faire quoi? Ils vont nous poursuivre pour nous mettre où? Quelle prison? Il n'y a plus de justice internationale. Nous-mêmes, nos propres États là, vont nous faire justice. Je préfère cela que une justice qui est loin, 7000, 6000 km de notre continent, puisse nous traquer, quitter ici, aller nous traquer. Or, pourtant, les grands criminels de l'histoire de l'humanité, ils sont bien connus partout dans le monde. Mais ceux-là, ils ne sont jamais inquiétés par cette cour dite internationale. Nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous restons muets, mais nous connaissons ceux qui sont les criminels. Mais ces criminels n'ont jamais été inquiétés. Nous savons quels sont ceux qui prennent des bombes, des avions pour bombarder, pour tuer des innocents, pour tuer des civils, des milliers, je dis bien des milliers, sinon que des millions de personnes, mais qui ne sont jamais inquiétés. Et cette cour, nous ne les voit pas. En Afrique, touchant le cheveu d'un seul Africain, 2 personnes ils vont te dire crime contre l'humanité, pour ça, ils vont te menacer. Mais eux, quand ils tuent des millions de personnes, ils ne sont pas inquiétés. D'accord? C'est qu'eux, ils tuent là, ce ne sont pas des humains. C'est normal. Mais quand nous, pays africains, on commet un petit truc, là, c'est crime contre l'humanité. C'est la pire catastrophe de l'humanité. Il faudrait que la CPI te juge. Quand c'est comme ça, tu sais que la CPI est l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Il faut sortir là-dedans. C'est tellement clair et net. Je dis Fessi, je parle de CPI. Excusez-moi, donc j'ai répété Fessi. Oh, excusez-moi, je vais parler de la CPI, la CPI. Voilà, je parlais de la CPI, excusez-moi. Donc, si vous avez attendu au nom de la CPI, si vous avez attendu FESI, excusez-moi, au début, j'ai parlé de la FESI, mais mon dernier développement, je parlais de la CPI. Donc, excusez-moi si j'ai mélangé. Donc, je vous remercie infiniment. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Ah non, FESI, c'est un mouvement ivoirien, voilà. La FESI, ça appartient à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un truc international en fait. Valentin Danfonseca. Donc, la FESI, c'est une organisation ivoirienne, estudiantine en fait. Ciao, ciao, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique tout entière. C'était l'incontournable, bien compris, en ensemble.